J'ai eu plus que ma part de rencontres effrayantes, mais celle-ci était particulièrement dramatique. C'est l'une des rares fois où j'ai vraiment senti que ma vie était en danger. J'étais en vacances, rendant visite à ma famille en Asie du Sud. Étant né et ayant grandi en Angleterre, beaucoup de choses là-bas me sont assez étrangères. Nous, mes parents et moi, logions dans l'appartement de mon oncle. Ma tante et mon oncle travaillaient, tandis que mes parents étaient repartis visiter des proches dans une ville voisine pour la journée. Ils m'ont laissé à la maison avec mes deux cousins, Hamish et Adam. Adam avait 8 ans à l'époque. Hamish en avait 3 et moi, j'avais environ 13 ans. Adam et Hamish se disputaient toujours pour tout. Si l'un voulait une certaine céréale pour le petit déjeuner, une dispute éclatait à propos du choix du petit déjeuner. Adam est idiot de vouloir des Choco Pops. Mes Shreddies sont bien meilleurs, je ne vais même pas rester ici à manger pendant qu'il mange. Bref, ce genre de choses. En jouant avec le jouet, faisons nager la poupée dans le lac. Non, ce n'est pas un lac, c'est la mer, et ainsi de suite. J'étais très habitué à ce qu'ils ne soient pas d'accord et se chamaillent, et je ne me souvenais pas d'un moment où ils étaient en harmonie, surtout pendant les jeux. Cela peut sembler une digression, mais c'est pertinent pour cette histoire. Ce jour-là, Hamish était dans le salon en train de construire un bateau en Lego sur lequel il travaillait depuis quelques jours déjà. Adam était sorti jouer avec ses amis dans la rue. Il avait laissé la porte légèrement entr'ouverte pour pouvoir aller et venir. C'était une journée chaude et humide comme d'habitude, alors je suis allé prendre une douche et j'étais assis dans ma chambre à me sécher les cheveux. Quand Hamish est arrivé en courant, en larmes, il a dit « Toshina, mon bateau, il les est cassés. » Quoi? Mon bateau Lego? Quelqu'un a marché dessus et l'a cassé. Oh, il m'a pris la main et m'a conduit au salon où le bateau était cassé. Il était contrarié, c'était sa fierté et sa joie. Alors, j'ai compati et je l'ai rassuré en lui disant que tout espoir n'était pas perdu et que cela ne devrait pas prendre trop de temps à réparer. Je pensais qu'il avait dû le casser lui-même par accident. Peut-être en marchant dessus sans se rendre compte qu'il travaillait par terre avec le bateau posé sur le tapis du salon. Avec Hamish enfin apaisé et de retour à son travail sur son bateau, j'ai repris ma course et quelques minutes se sont écoulées sans incident. J'entendais Hamish bouger et j'ai entendu Adam revenir à l'intérieur et aller dans le salon. J'ai pris un livre et je me suis blotti sur le lit. C'était une journée paresseuse et somnolente. Et puis tout a été brisé. Adam et Hamish ont fait irruption dans ma chambre en trébuchant l'un sur l'autre, criant mon nom. Hamish a couru vers moi et Adam s'est arrêté pour claquer la porte de la chambre derrière lui. Il y a un homme dans notre salon, il porte un masque et il avait un couteau. Ça doit être lui qui a cassé mon bateau. Attends, quoi? Je regarde les deux visages pâles, complètement sérieux. Vous jouez à un jeu ou quoi? Non, il porte un masque horrible et effrayant, et il a un couteau. Si c'était du théâtre, et si c'était un jeu d'imagination, où est-il? Dans le salon? Adam a dit en pointant du doigt. Il porte un masque. Oui, comme un masque d'Halloween, avec un grand sourire effrayant dessus. Un sourire qui montre les dents, dit Hamish en hochant vigoureusement la tête. Et un couteau, ajouta Adam. Un grand couteau, dit Hamish. Ils avaient l'air tout à fait sérieux et terrifiés, me regardant avec leurs visages levés, sincères et suppliants. Je pense que plus que tout, c'était le fait qu'ils étaient d'accord sur la description de cet homme et sur ce qu'il portait. Cela m'a vraiment confirmé qu'ils disaient en la vérité. S'il s'agissait d'un jeu imaginaire, ils se seraient pas déjà contredits, essayant de se surpasser sur ce qu'il portait, ou peut-être sur l'arme qu'il transportait. Instinctivement, je suis allé vers la porte. Je ne savais pas vraiment pourquoi, ni dans quel but. Je n'avais toujours pas peur, je savais qu'ils disaient la vérité. Mais pouvait-il y avoir une explication innocente? C'étaient des gamins surexcités. Ma main s'est posée sur la poignée de la porte. Non, a sifflé Adam alors qu'ils couraient tous les deux vers moi, leurs mains s'agrippant à moi. N'y va pas. Attendez, d'accord, laissez-moi bien comprendre. Il était dans le salon. Ils ont acquiescé. Que faisait-il? Comment avez-vous réussi à vous échapper? Vous a-t-il menacé?
J'étais assis sur le canapé, je regardais la télé, dit Adam. Hamish était par terre, avec son bateau. L'homme est entré et nous avons vu le couteau. Que s'est-il passé ensuite? Il vous le pointait dessus? Non, il l'avait juste dans la main. Dès qu'on l'a vu, on a couru et on est venu vers vous. Le salon a 2 portes. L'une mène à un couloir qui serpente autour de l'avant du bâtiment, et l'autre qui mène à un couloir à l'intérieur de l'appartement. Les garçons avaient emprunté cette dernière porte, un homme étant censé garder la première. Cette histoire avait effectivement du sens. C'était arrivé si soudainement et il me fallait un certain temps pour vraiment réaliser la gravité de ce qui s'était passé. Il me disait qu'il y avait un intrus dans l'appartement avec un couteau. Et j'étais le plus âgé, donc c'était moi le responsable. Il devait m'en venir vers moi pour être protégé. Oh mon Dieu, que faire? D'accord, ne paniquons pas, il faut appeler la police. Les téléphones portables étaient encore rares à cette époque. Le seul téléphone dans l'appartement était le fixe, et heureusement, il était juste devant ma chambre. Il était sur la table du couloir, face à la porte de ma chambre. Cependant, ce n'était pas un téléphone sans fil, donc si le cordon était assez long, je pourrais peut-être attraper tout l'appareil, le tirer à l'intérieur et fermer la porte. Je l'ai répété dans ma tête. Il faut que je prenne le téléphone pour qu'on puisse appeler la police. Non, l'homme va t'attraper, a dit Hamish en s'accrochant à mon bras. Il pourrait être dans le couloir, a dit Adam. Nous chuchotions tous légèrement. Bon, on peut vérifier. J'ai dit en tendant la main vers la poignée. Non, a sifflé Adam en attrapant ma main, insistant sur le fait que c'était dangereux. Et je leur ai dit que j'allais juste jeter un coup d'œil. Adam a finalement accepté à contre-cœur. J'ai tourné la poignée lentement et j'ai senti mon estomac se nouer en le faisant. La tension des garçons à côté de moi n'a rien arrangé. Quand elle était entr'ouverte, j'ai collé mon visage et regardé autour de moi. Le couloir était sombre et vide. D'accord, ai-je dit en me tournant vers les garçons. Il n'y a personne. Je sors discrètement, prends le téléphone et reviens, d'accord? Dès que je reviens avec le téléphone, tu fermes la porte derrière moi. Il n'y a que quelques pas jusqu'au téléphone. Ça ne prendra que quelques secondes, ne t'inquiète pas. Adam était en plein désarroi, se tordant les mains, me suppliant de ne pas partir. Hamish resta stoïque, hochant la tête, et j'ai ouvert la porte un peu plus grand avant de sortir. Hamish et Adam se sont entassés dans l'espace que je venais de libérer, regardant par l'embrasure de la porte pour m'observer. En sortant dans le couloir vide et silencieux, j'ai commencé à me sentir ridicule. Se pourrait-il que ce ne soit que l'imagination débordante du garçon? Avait-il vu quelque chose à la télévision et était-il convaincu que c'était les réels? Peut-être que j'étais simplement stupide, peut-être qu'il n'y avait personne, et je me sentais beaucoup plus calme et incrédule face à toute cette situation. Tout de même, c'était possible, mais mieux vaut prévenir que guérir. J'allais prendre le téléphone à l'intérieur et appeler mon oncle pour qu'il rentre à la maison. Je me suis approché de la table et pris le téléphone en le regardant vite, puis tiré sur le cordon le reliant à la prise murale. Oui, il devrait être assez long pour l'emmener à l'intérieur. J'ai tout pris en main et j'ai levé les yeux. Il se tenait là, portant un masque souriant comme un clown, un couteau à la main. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que c'était le moment le plus terrifiant et angoissant de ma vie. Le choc et la peur m'ont frappé comme si on venait de me gifler. Je n'arrivais pas à crier. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai bondi vers la porte, la refermant brusquement sur Adam et Hamish en même temps. Nous avons tous claqué la porte. Adam et Hamish se sont appuyés contre la porte et j'ai traîné mon lit dans une frénésie alimentée par l'adrénaline. Il n'y avait pas de serrure à la porte. Le lit serait-il assez solide et lourd pour la retenir? J'ai commencé à empiler tout ce que je pouvais sur le lit pour le rendre encore plus lourd. Adam et Hamish se sont joints à moi sans un mot. Les livres sur l'étagère, tous mes sacs, ma valise, mes vêtements, l'horloge, tout. Et puis nous nous sommes tous assis sur le lit, grimpant dessus, nous appuyant contre la partie supérieure de la porte pour nous assurer qu'elle ne s'ouvrirait pas. Maintenant que nous étions tous immobiles, nous pouvions juste nous regarder. Adam a commencé à pleurer. Il pleurait à chaudes larmes d'une voix aiguë et géniarde. « Oh mon Dieu, on va mourir » a-t-il gémi. « Non, non, on ne va pas mourir » ai-je dit.
même si mon cœur battait encore douloureusement contre ma poitrine et que j'avais l'impression que j'allais être malade. Amish était simplement assis tranquillement à côté de moi, ses petites mains croisées sur sa poitrine. On va mourir, a dit Adam, encore une fois. Je leur ai dit de se calmer, j'ai réfléchi à ce que nous pouvions faire. On ne pouvait pas rester ici pour toujours. On pouvait juste attendre qu'ils partent. Je ne pense pas que j'oublierai jamais cette image. Le petit Hamish, 3 ans, assis à côté de moi, l'air sérieux, les jambes tendues devant lui, vêtu de ce petit jean, les mains jointes sur ses genoux, le dos appuyé contre la porte. Puis Adam, de l'autre côté de moi, les genoux ramenés contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage, émettant de petits gémissements. Nous étions tous alignés, barricadés contre la porte, et nous pouvions entendre des pas dans le couloir de temps en temps. Le temps passait, mais notre tension ne diminuait pas. À chaque seconde qui passait, nous nous attendions à entendre un coup contre la porte et à ce que l'homme essaie d'entrer. Heureusement, cela n'est pas arrivé. Finalement, nous avons entendu ma tante entrer, parler dans le couloir, se demander où nous étions et nous appeler. C'était incroyable. Mais il y avait une pointe d'effroi, au cas où l'homme serait encore dans l'appartement, au cas où il pourrait l'attaquer. En courant dehors, nous lui avons raconté ce qui s'était passé et fouillé les lieux avec un adulte, sans trouver aucune trace de l'homme. Ce qui était frustrant, c'est que mon oncle et ma tante, quand ils sont rentrés du travail, ne nous ont pas cru du tout. Elles croyaient que nous mentions juste pour nous amuser. Ce que j'ai trouvé particulièrement déstabilisant, étant donné qu'à 12 ans et assez mature pour mon âge, je n'aurais jamais inventé quelque chose d'aussi grave. D'abord, elle a ri et a levé les yeux au ciel, nous faisant signe de partir. Quand nous avons insisté et répété, affirmant que c'était vraiment arrivé et que nous disions la vérité. Elle a fini par se lasser et nous a dit d'arrêter. Je trouve encore étonnant à quel point ils peuvent prendre à la légère les plaintes des enfants. Nous avons été bouleversés pour le reste de la journée. Nous nous sentions très indignés et nous venions d'être simplement chassés après qu'une chose aussi terrifiante se soit produite. Quand mes parents sont rentrés, nous leur avons raconté et c'était rassurant qu'ils nous aient pris au sérieux. Ils savaient que ce n'était absolument pas dans mon caractère d'inventer ou de mentir à propos de quelque chose comme ça. Cependant, ma tante et mon oncle n'étaient toujours pas d'accord. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous préparions à sortir dîner, nous avons entendu ma tante pousser un cri de surprise, et mon oncle s'est précipité pour voir ce qui s'était passé. Tous ses bijoux avaient disparu. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont finalement cru que nous disions la vérité, et qu'il y avait bien eu un intrus. Je suis allé dans un collège assez grand qui accueillait des élèves venant d'au moins 3 villes de la région. À partir de là, je suis allé dans un petit lycée qui comptait peut-être 300 élèves au total. Mon lycée était une école à charte très compétitive, située dans les montagnes et entourée de plusieurs hectares de forêt. J'ai rencontré ce gars, Sam, au collège, mais je n'ai pas vraiment beaucoup interagi avec lui. C'était plutôt l'un de ces trucs du genre un ami de mes amis. Avançons jusqu'à ma 2e année de lycée, Sam a été transféré dans mon lycée. Et mon lycée avait des emplois du temps en bloc. Donc on avait 4 cours et une sorte d'étude surveillée ou classe principale au milieu de la journée. Sam a été transféré en milieu de 2e année et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il s'est retrouvé dans 4 de mes 5 cours en comptant la classe principale ou l'étude surveillée. À ce moment-là, je m'étais fait une petite réputation à l'école pour être serviable et un bon élève. Alors, quand Sam a été transféré et semblait avoir du mal, on m'a demandé de le prendre sous mon aile et de l'aider. Mon Dieu, que je regrette d'avoir fait ça. L'un des cours que nous avions ensemble était un cours d'histoire que j'avais aussi avec un de mes meilleurs amis. Malgré ses protestations, ma professeure nous a obligés, mon ami et moi, à travailler avec Sam sur tous nos projets de groupe. Sam était déjà un peu bizarre avec moi, même s'il était dans notre école depuis moins d'1 semaine. Au début de notre collaboration, il s'asseyait très près de moi, ce qui me mettait mal à l'aise, et au début il ne disait pas grand-chose.
Mais à mesure qu'il prenait de l'assurance, il a commencé à me parler. Au début, c'était des choses tout à fait normales. À l'époque, j'avais un petit ami plus âgé qui était dans l'armée de l'air et en poste au Japon. Je sais que ça ressemble à un de ces mensonges. Les filles au lycée inventent parfois ça pour que les mecs bizarres, les amants, les laissent tranquilles, mais là, c'était vrai. Nous étions amis d'enfance et nous avions commencé à sortir ensemble peu de temps avant qu'il ne s'engage. Alors j'ai bien fait comprendre à Sam que je ne cherchais rien de plus qu'une amitié. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il commence à flirter avec moi. Ces tentatives de flirt sont vite passées des compliments à me demander si mon petit ami Alex était réel, jusqu'à essayer de voler la bague de pureté. Je la portais tous les jours à mon doigt et il plaisantait en disant qu'un jour, ce ne serait pas seulement la bague qu'il volerait. J'étais effrayé, mais je me suis dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose puisque nous ne nous voyions qu'à l'école et qu'il ne savait pas où j'habitais. À l'époque où j'étais au lycée. Le chat intégré à Gmail, maintenant appelé Google Hangout, était comme le messager America Online Instant Messenger de l'époque, donc tout le monde l'utilisait. Et il y avait plusieurs discussions de groupe auxquelles je participais pour mon école, qui utilisait des adresses email personnelles plutôt que nos adresses Gmail scolaires. C'est comme ça que Sam a eu mon adresse email. Il a commencé à m'envoyer des emails bizarres et explicites sur les choses dont il rêvait. Je ne partagerai pas celui que j'ai gardé, mais ils étaient dégoûtants, surtout pour une fille chrétienne et vierge. Il racontait souvent que je gémissais en répétant que je l'aimais, pas Alex. Finalement, c'est devenu tellement grave qu'une de mes amies a signalé ce qui se passait à l'administration de l'école. Ils ont essentiellement envoyé un email à toute l'administration de l'école pour dire que Sam n'avait pas le droit de communiquer avec moi à l'école. Cela m'a libéré de tout, sauf des emails inquiétants que je recevais chaque semaine, du moins jusqu'à la fin de l'année. En première, Sam gardait ses distances, mais comme nous avions un cours ensemble, nous avions commencé à interagir au strict minimum. Mais la plupart du temps, je l'ignorais simplement et je traînais avec mes amis. C'est en terminale que les choses ont recommencé à vraiment mal aller et je ne me suis rendu compte à quel point ça avait été difficile en première qu'à ce moment-là. Cette année-là, nous avons tous les deux choisi les arts martiaux avancés comme option, ce qui signifiait que non seulement nous devions parler, mais en plus, nous devions vraiment nous entraîner et nous affronter ensemble. Le pire dans tout ça, c'est que le gymnase de mon lycée était à 3 à 5 minutes à pied du reste du campus. Et il fallait emprunter le sentier à travers les bois dont j'ai parlé plus tôt pour y retourner. Sam attendait pour moi chaque matin en haut du sentier avant l'école et en bas du sentier après les cours, juste pour pouvoir marcher avec moi. Bien qu'il marchait généralement à environ 1,50 m derrière moi et ne me parlait pas. À ce moment-là, ma relation à distance commençait à s'effondrer et Sam a vu cela comme son opportunité. Il a commencé à me dire des choses comme quoi j'étais son âme sœur et que je ne voulais tout simplement pas le voir. Il m'a aussi dit qu'il avait dessiné une sorte de rune qui liait nos âmes pour l'éternité. Ne me demande pas la signification. Sam était passionné par la sorcellerie, les rêves, la marche astrale et d'autres choses magiques que je trouvais stupides. À l'approche de la fin de notre dernière année, certains de mes professeurs ont commencé à me parler des essais, des nouvelles et des poèmes que j'avais écrits et rendus les années précédentes. J'ai fini par découvrir que Sam récupérait de mes anciens écrits dans la poubelle à la fin de chaque année. Quand je vidais dans mon casier et que je jetais tous ces anciens devoirs auxquels je ne tenais plus, il les récupérait et les rendait comme si c'était son propre travail. J'ai insisté sur le fait que je n'étais au courant de rien et mon école a décidé de fouiller son casier. La chose ressemblait à un véritable sanctuaire dédié à moi. Il avait des piles de mes anciens devoirs et travaux que j'avais jetés, ainsi que 4 ou 5 cahiers de composition que j'utilisais comme journaux intimes et carnets de poésie. Je croyais simplement les avoir perdus un moment. L'école pensait qu'il gardait simplement mon travail dans l'espoir de le rendre à nouveau et d'obtenir de meilleures notes pour pouvoir obtenir son diplôme. Mais ça m'a vraiment mis mal à l'aise. L'école a récupéré tous mes anciens devoirs et m'a demandé de les ramener chez moi en me conseillant de ne pas jeter mes devoirs à l'école.
ou alors j'aurais des ennuis pour l'avoir laissé copier sur moi. Le truc, c'est qu'il y avait autre chose qu'ils ont trouvé dans son casier et dont ils ne se sont pas souciés. Mais ce que j'avais, c'était plusieurs aimants à mots que mon ami et moi avions fabriqués pour nous laisser des messages dans nos casiers. Je sais que c'était un tas de ceux qui venaient de mon casier, ce qui voulait dire qu'ils connaissaient aussi ma combinaison. Quelques semaines après qu'ils aient fouillé son casier, je me changeais pour remettre mes vêtements normaux après mon cours d'arts martiaux et j'ai découvert que mon soutien-gorge et mon t-shirt de rechange pour l'entraînement avaient disparu de mon casier. Je l'ai signalé à l'école, mais cela n'a jamais rien donné. Je suis presque sûr que Sam les a volés, mais je n'ai jamais pu le prouver. Après, il a cessé de me parler la plupart du temps. J'avais un nouveau petit ami qui était vraiment dans notre école pendant les 2 derniers mois de la terminale, et Sam en avait une peur bleue. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'un de mes cahiers de composition, entièrement rempli de citations et de poèmes, a disparu. Et de temps en temps, les aimants et d'autres objets dans mon casier semblaient se réarranger magiquement d'une manière qui n'avait aucun sens. Certains de mes amis connaissaient enfin la combinaison, et même s'ils juraient qu'ils ne toucheraient en jamais à mes affaires, je me suis dit que c'était eux qui essayaient d'être drôles. Après l'obtention de mon diplôme, je pensais enfin être débarrassé de Sam, mais au lieu de ça, il a commencé à me traquer de plus près. Au départ, je recevais seulement des emails de comptes inconnus, me demandant des choses sans sens. Je les ai signalés comme indésirables et je les ai ignorés. Ensuite, il a créé un compte sous le même nom que l'un de mes anciens amis du lycée. Je pensais que c'était vraiment mon ami Becca qui m'envoyait un email, alors j'ai répondu. Nous avons eu une conversation par email assez normale pendant quelques semaines, puis elle est devenue bizarre. Elle et moi avions parlé de notre relation et de choses comme ça, donc elle savait que j'avais un petit ami. Elle a commencé à me demander de lui envoyer des photos nues et à insister sur le fait que si je ne le faisais pas, elle se ferait du mal ou essaierait de mettre fin à ses jours. Elle m'envoyait des photos des profondes coupures sur son bras ou comptait même les comprimés qu'elle prenait. Quand j'ai refusé de faire ce qu'elle demandait, Becca m'a dit qu'elle vivait quelque part dans le Colorado. Je n'étais presque pas certain de pouvoir appeler pour signaler qu'une connaissance menaçait d'agir ainsi. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ni d'être tombé dans les pièges de Sam, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé par peur d'être responsable de la mort de quelqu'un. Ça a duré plusieurs mois jusqu'à ce que j'en ai finalement assez et que je supprime carrément mon adresse email. Les choses m'en sont restées calmes alors que je débutais ma première année à l'université. Cependant, j'ai vite appris par un ami à moi que Sam fréquentait le collège communautaire, qui se trouvait à quelques pas de celui où j'allais. Je ne pensais pas que Sam savait où j'étais, donc je me suis dit que tout irait bien. Et c'était le cas pendant environ le premier mois, puis Sam a commencé à apparaître devant mes cours. Au début, il se contentait de rester là, au milieu de la foule qui sortait de mon cours, jusqu'à ce qu'il sache que je l'avais vu. Puis il s'en allait. Ça a vraiment commencé à me faire flipper. Et à l'époque, je n'avais pas d'amis à la fac et pas de petit ami pour intimider Sam. Au bout de quelques semaines, j'ai reçu des emails sur mon adresse de la fac. Ils venaient en toujours de différentes adresses email, n'avaient pas d'objet et comportant toujours 4 pièces jointes. C'était toujours des photos de moi quelque part sur le campus, en train de manger en cours, d'aller à ma voiture, même des photos de moi entrant dans les toilettes. J'ai tout signalé à la police du campus, mais ils m'ont dit qu'à moins que je puisse prouver qui faisait ça, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. J'ai pris l'habitude d'entrer et de sortir du campus aussi vite que possible et de ne parler ni d'interagir avec personne. Après mon premier semestre et les vacances de Noël, les choses se sont calmées pendant un moment et j'ai commencé à essayer de me faire des amis, ce qui s'est avéré être une grosse erreur. J'avais commencé à travailler dans un magasin de mon centre commercial local et je n'avais pas eu de nouvelles de Sam ou Becca depuis plusieurs mois. Sam a commencé à venir à mon travail en janvier. Je travaillais dans un magasin de décoration d'intérieur, donc les allées entre les présentoirs étaient assez étroites. Et il était presque impossible de remarquer quelqu'un qui arrivait derrière vous. Et la moitié des caméras du magasin ne fonctionnaient pas.
Au début, il se contentait d'errer dans le magasin, et si je travaillais, il pouvait faire quelque chose comme casser un objet dans ma section du magasin. L'un de mes collègues l'a en fait vu le faire plusieurs fois. Je travaillais selon un horaire rotatif, donc je travaillais à des heures différentes chaque semaine, alors il ne pouvait pas simplement attendre que j'arrive. S'il allait au magasin et que je n'étais pas là, il demandait quand je travaillais en prétendant être mon petit ami. Ce n'était qu'après 2 ou 3 fois où mes responsables et collègues m'ont demandé pourquoi mon petit ami était venu demander mon emploi du temps que j'ai découvert qu'il s'agissait de Sam. J'ai expliqué la situation à mes responsables et ils ont informé tout le monde que si Sam se présentait pendant que je travaillais, ils devaient en prévenir le responsable et moi afin que je puisse rester à l'arrière. On leur a aussi dit de dire à Sam que je ne travaillais plus là, dans l'espoir qu'il arrêterait. Il a fallu que mon responsable menace d'appeler la sécurité du centre commercial pour que Sam arrête enfin de venir à mon travail. Après ça, il est resté silencieux pendant presque un an avant de réapparaître sur mes réseaux sociaux l'année dernière. Il a affirmé qu'il avait changé et qu'il voulait une seconde chance. Moi, étant la personne stupide que je suis et voulant toujours donner le bénéfice du doute aux gens, je ne voyais que le meilleur en eux. Les gens ont commencé à reconstruire une amitié avec lui. À ce moment-là, j'étais en fait célibataire, mais j'essayais de construire une amitié avec ce gars, pour qui j'avais des sentiments depuis très longtemps, qui était maintenant mon fiancé. Une semaine après nos premiers échanges, il a de nouveau agi bizarrement et supplié pour des photos nues. Et il m'envoyait des messages comme les emails qu'il m'envoyait au lycée. Mon fiancé actuel, qui était alors mon meilleur ami. Même s'il m'a invité à sortir quelques semaines après ça, il s'est connecté à mon compte Snapchat et a carrément engueulé ce gars en lui disant de laisser sa copine tranquille. Et le prochain message inapproprié qu'il m'a envoyé a fait que mon petit ami a immédiatement bloqué son compte et il ne m'a plus jamais reparlé. Après ça, j'ai essayé de mettre de la distance entre nous, même si j'ai essayé d'être amical et de répondre quand il me parlait. Après quelques mois comme ça, Becca a refait surface. Elle a commencé à me parler sur Instagram en se faisant passer pour quelqu'un de complètement différent. Nous avons échangé quelques semaines avant qu'elle ne m'envoie des messages prouvant que c'était bien Sam. Mon fiancé et moi avons une théorie selon laquelle Sam a décidé de faire revenir Becca pour essayer de me rendre à nouveau dépendant de Sam. Elle s'est retournée à ses vieilles habitudes d'automutilation et de menaces. Sauf que cette fois, Sam a utilisé la fonction photo programmée sur Instagram et sa petite sœur pour vraiment donner plus d'impact à tout ça. Pour me faire vraiment croire qu'elle essayait de se faire du mal, je lui ai dit que je savais qui elle était et qu'elle mentait. Elle a menacé de me faire chanter avec de vieilles photos que je lui avais envoyées lors de ma première année à la fac, si je ne lui en envoyais pas d'autres. J'en ai parlé à mon petit ami à la place. Et il a utilisé ses compétences de geek en informatique pour vérifier les métadonnées de ses photos et a découvert qu'il s'agissait de captures d'écran provenant d'un autre compte. Et que cette personne vivait en fait dans le même état que nous. Nous avons signalé Becca à Instagram et à la police, consulté une amie avocate sur ses propos, puis bloqué Becca et Sam. La seule chose qui s'est passée depuis, c'est que quelques comptes sont apparus sur Facebook et Whisper, en utilisant mes images, aussi bien les appropriées que les explicites, et en prétendant être moi. Mon fiancé a créé un algorithme pour les retrouver. Cependant, dès qu'une apparaît, elle est supprimée avant que l'un de nous ait la chance de la signaler. Cela n'arrive pas de façon régulière, et il se passe parfois des mois entiers entre chaque incident. Mais honnêtement, j'aimerais juste que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Sam, s'il te plaît, laisse-moi tranquille et ne me recontacte plus jamais. Je fais du travail de sanctuaire lors de festivals et de burns. Pour ceux qui ne connaissent pas les espaces de sanctuaire, c'était quoi? Ces événements font généralement référence à des camps installés spécifiquement pour les personnes qui ne présentent pas de risque médical ou de risque de sécurité immédiat, mais qui ont probablement consommé beaucoup trop de drogues psychédéliques et ont besoin que quelqu'un veille sur eux et soit bienveillant pendant quelques heures.
Cela peut consister à les laisser parler de choses difficiles, à s'amuser avec un livre de coloriage, ou simplement à offrir une présence réconfortante et silencieuse. Être accompagnateur de trip peut être une expérience extrêmement gratifiante. L'équipe avec laquelle je travaille installe une grande tente dôme élégante lors des événements, qui est ouverte à toute personne ayant besoin de faire une pause dans l'ambiance du festival, ce qui peut évidemment être parfois surstimulant. Nous avons aussi généralement quelques petites tentes, destinées aux personnes qui pourraient avoir besoin d'être prises en charge et qui ne souhaitent pas forcément être entourées de groupes. Cependant, le week-end en question, nous avons largement sous-estimé le nombre de participants et nous n'avons pas apporté les petites tentes. Ceci sera un détail important, plus tard. J'ai été affecté à l'équipe de nuit, de 4 heures à 8 heures à la fois dans la nuit de vendredi et celle de samedi pendant le festival. Il y avait une petite foule discrète sous la tente vendredi soir, principalement des gens qui se détendaient et discutaient appréciant tranquillement la musique au loin. Et j'ai brièvement remarqué un gars à l'intérieur qui semblait tout à fait ordinaire. Il ne parlait pas et ses yeux étaient entassés grands ouverts. Mais ce n'est pas inhabituel pour les invités. Il avait l'air content, restant dans son coin, donc je n'ai pas beaucoup interagi avec lui. Pour une raison quelconque, j'ai eu des pensées récurrentes à propos de ce type le lendemain. C'était un petit festival et je l'ai vu se promener plusieurs fois avec ses mêmes yeux dilatés et la mâchoire serrée, toujours tout seul. Maintenant, ce n'était pas forcément un signal d'alarme à ce moment-là, sauf que c'était un festival où beaucoup de gens se connaissaient et les signes révélateurs d'un trip ont tendance à disparaître après environ 8 heures. Chaque fois que je le remarquais, je devenais de plus en plus mal à l'aise, mais je mettais ça sur le compte d'une paranoïa irrationnelle et je continuais mon chemin, mon plaisir. Le samedi soir arrive et j'étais excité à l'idée d'écouter le set d'un disque jockey que j'aimais avant mon prochain service au sanctuaire. Alors que je dansais, j'ai aperçu le gars aux yeux globuleux à environ 3 mètres de moi, fixant droit devant lui avec la même expression figée et ce regard vide. Irrationnel ou non, j'ai ressenti le besoin de mettre plus de distance entre nous et je me suis rapidement déplacé vers une autre partie de la foule. À peine avais-je fait cela et repris ma danse que j'ai regardé sur ma gauche. Et il était là, maintenant, à 5 centimètres de mon visage, les yeux écarquillés comme des soucoupes, s'exclamant « Salut !» J'ai été tellement surpris que je me suis éloigné de la scène et, heureusement, je suis tombé sur un ami qui m'a aidé à en rire. 4 heures du matin arrivent et je partage cette histoire avec mes collègues, que je considère comme de bons amis et collègues. La personne en question s'appelle Jiman. Et à peine 1 minute après avoir terminé de raconter mon anecdote sur ce type louche, une voiturette de golf arrive comme par magie et devinez qui en descend. Yeux globuleux. Normalement, notre transport en voiturette de golf nous est envoyé par les médecins ou l'équipe de sécurité et ils nous donnent toutes les informations possibles sur la personne qui a besoin d'aide. Mais la personne qui conduisait celle-ci nous a sans cérémonie laissé ce type bizarre et est reparti à toute vitesse dans la nuit sans dire un mot de plus. Je fais silencieusement signe que c'est le gars dont je parlais. Et Jiman prend les choses en main. Pour information, je suis une femme, donc il aurait été plus approprié que Jiman le fasse, même sans le contexte préalable. Googly Eyes dit qu'il a besoin d'aller aux toilettes, alors Jiman l'accompagne aux toilettes portatives, mais il revient seul 10 minutes plus tard. L'homme aux yeux globuleux faisait des commentaires obscènes aux femmes attendant les toilettes portatives. Et quand Jiman a essayé de le recadrer gentiment, il a décidé qu'il en avait assez de la compagnie masculine et lui a dit d'aller se faire voir. Nous ne forçons jamais les gens à rester au sanctuaire, et Jiman était visiblement irrité par cette rencontre. Donc cela semblait être la meilleure chose à faire. Affaire classée, non seulement sur la séance. Nous avons décidé de vérifier auprès d'un de nos potes à la sécurité, juste par précaution, et il s'avère qu'ils avaient déjà parlé avec le gars. Je ne me souviens plus pourquoi, mais c'était pour une infraction mineure. Au moment où nos conversations se terminent, 2 choses se produisent en même temps.
Premièrement, quelques-uns de mes amis arrivent, escortant une jeune femme à moitié nue vers la tente, alors je passe immédiatement à l'action. Et deuxièmement, notre ami yeux globuleux profite de cette occasion pour réapparaître hors de l'obscurité, comme ce fichu Bételgeuse. Il n'a rien fait d'assez grave pour qu'on l'interdise du sanctuaire. Comme nous avons affaire à des personnes dans des états modifiés, le seuil pour un comportement bizarre est très élevé. Mais, comme je l'ai mentionné plus tôt, il nous manquait aussi l'intimité de nos petites tentes. La jeune femme aurait probablement bénéficié d'un peu de temps dans l'une d'elles de toute façon, vu son état. Mais je ne voulais surtout pas que yeux globuleux s'approche d'elle. Maintenant qu'ils étaient tous les deux ici, dans le même espace de sanctuaire, j'ai fait de mon mieux pour créer une barrière physique aussi discrètement que possible. Mes deux amis sont restés un moment avec nous en essayant de la mettre à l'aise. Elle était alerte mais non verbale, et elle avait été en détresse et désorientée lorsqu'ils l'ont trouvée. Yeux globuleux commence immédiatement à se rapprocher de nous, interrompant notre conversation de temps en temps. Ses mâchoires tendues s'étiraient en une grimace inquiétante. Je peux pratiquement le sentir nous dévisager tous, surtout la fille dont nous essayons de nous occuper, qui était encore assez dévêtue du haut du corps. À ce moment-là, Jiman, un chef d'équipe du car Air qui avait erré dans les environs jusque-là, qui va appeler Bimoni. Et un autre homme de l'équipe, hors service, se traîne dans le coin. Dans cet espace, y a-t-il Jiman qui garde un œil sur la situation, mais qui ne peut pas faire grand-chose à ce stade, parce que Yeux Globuleux s'est déjà emporté contre lui, et intervenir aurait pu aggraver les choses. Néanmoins, j'en avais assez de lui pour la soirée, et je vais discrètement dire au gars que je ne suis pas à l'aise. B-Money est un pro dans ce genre de situation et élabore immédiatement un plan. Il s'approche de Yeux de Biche et lui donne une série de tâches étranges. « Eh mec, tu peux inspecter cette pierre pour moi ? Salut mon pote, tu peux surveiller ce bâton de sauge. » Yeux de Biche a clairement du mal avec ses instructions compliquées et demande à B-Money de le laisser tranquille. B-Money dit « Pas de souci mec, t'inquiète, mais d'abord tu peux ranger ces crayons de couleur ?» Enfin, Yeux de Biche s'énerve et s'en va en soufflant, et tous les muscles de mon corps se détendent. Nous passons agréablement le reste du service à discuter et faire de l'art jusqu'au lever du soleil. Nous arrivons même à faire rire un peu nos autres invités. Et à l'aube, elle est capable de parler et de retourner seule à son emplacement de camping. Le dimanche, le dernier jour du festival, est magique, mais je suis épuisé l'après-midi et je rentre chez moi pour décompresser. Le mot qui circule sur Facebook lundi, c'est que quelqu'un a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre local dimanche soir en lien avec des vols qui avaient eu lieu pendant le week-end. Mais je n'ai eu toute l'histoire que quelques semaines plus tard, lorsqu'un membre de notre équipe a fait un compte-rendu. Il s'est avéré qu'un certain nombre de billets avaient été écoulés et vendus à prix, réduit aux habitants près du site du festival. Ce qui se trouve dans une région du sud rural où il vaut mieux pagayer plus vite si on entend des banjos. En d'autres termes, certains billets se sont retrouvés entre les mains de personnes qui n'étaient pas là pour la musique ou le culte du yoga. L'un des membres de notre équipe a dû courir vers des figurants de Duck Dynasty qui sont arrivés à notre sanctuaire en cherchant à s'amuser, exigeant de savoir où étaient les femmes seins nus. Si vous ne l'avez pas deviné, l'un de ces détenteurs de billets à prix réduit était Googly. Yeux qui s'est également avéré être le gars qui a été arrêté pour certains des vols. Arrêté par la sécurité du festival puis remis à la police du comté, ils ont découvert qu'il était sous méthamphétamine, expliquant ses yeux et sa mâchoire et en possession d'une arme de poing. On pense qu'il était drogué pendant tout le temps où il rôdait dans le sanctuaire. Monsieur, aux yeux écarquillés, reprenez-vous en main et espérons ne jamais nous recroiser. Pour vous donner le contexte, mon père a grandi avec un homme appelé Bruce et le considérait comme l'un de ses meilleurs amis. Bruce a été diagnostiqué avec un trouble bipolaire à la fin de son adolescence. Et mon père, étant l'âme gentille et attentionnée qu'il est intervenu pour devenir son tuteur. Je dis ça à la légère, je veux dire, il a toujours aidé Bruce quand il traversait une crise. En grandissant, Bruce était toujours là.
Je le considérais comme une autre figure paternelle dans ma vie. Il vivait dans une petite ville à 2 heures de ma ville, où nous avions aussi une maison de vacances. Donc il venait constamment chez nous pour rester. Il était gentil, calme et patient, en plus d'être un artiste incroyable. Presque chaque année, Bruce traversait des phases où il refusait de prendre ses médicaments. Cela déclenchait alors un épisode maniaque intense, dont j'ai été témoin à plusieurs reprises et qui était effrayant à voir. Pour un jeune enfant qui ne connaissait cette personne que comme quelqu'un de calme et posé, il faisait et disait des choses qui le dépassaient complètement et il avait du mal à saisir la réalité. Et malheureusement, c'est là que tout commence. J'avais 12 ans quand cela s'est produit, donc c'était il y a environ 10 ans, mais c'est encore très frais dans ma mémoire. Chaque été, ma famille et moi partions en voyage jusqu'à notre maison de plage, qui se trouvait dans la ville de Brousse. Notre petite maison, une pièce unique, nous servait de logement et nous dormions, enfants, dans le salon. Mais pour Noël, nos parents ont acheté une immense tente pour 3 personnes afin que nous puissions dormir sur la pelouse devant la maison. Donc pendant que mes parents dormaient dans la maison, nous avions la tente. Une semaine avant, mon père a dû remonter pour le travail. Il a reçu un appel étrange de Bruce, même si à l'époque je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je pouvais voir l'air inquiet sur le visage de mon père quand il a dit à Bruce « Non, je ne ferai pas ça ». Après d'autres disputes, mon père a raccroché et a murmuré à ma mère quelque chose comme « Je vais régler ça », puis il est parti. J'ai demandé ce qui n'allait pas parce que l'expression de ma mère est devenue inquiète. Elle a haussé les épaules et m'a dit de ne pas m'en préoccuper. Et c'est tout. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu ma mère parler à ma tante et dire que Bruce refusait de prendre ses médicaments à moins que mon père ne retire de l'argent. D'après ce que je sais, mon père est responsable des finances de Bruce et de son compte bancaire. Parce que Bruce a un problème de méthamphétamine, Bruce a un fils qui essaie de rester à l'écart de ça. Après l'échec de Bruce à convaincre son fils d'acheter de la méthamphétamine, il s'est adressé à mon père, qui a aussi refusé. Je comprends tout à fait. C'est un adulte et il peut faire ses propres choix. Mais mon père ne voulait pas encourager son problème de drogue. Mon père est devenu le tuteur de Bruce, donc c'est son rôle. C'est là que tout commence à mal tourner. Bruce a commencé à menacer d'arrêter de prendre ses médicaments pour toujours, et il disait qu'il ne les prenait plus depuis des semaines. Et puis il a commencé à menacer de faire du mal à mes frères et à moi. Il a dit à mes parents « Ils me font confiance, ce serait facile ». Ma mère panique et lui dit qu'elle va appeler les flics. La police est arrivée chez lui pour constater que toute la propriété était vide. Il s'était enfui et se cachait quelque part. Cela a mis tout le monde mal à l'aise. Rien ne s'est vraiment passé dans les semaines qui ont suivi. Et il était temps pour mon père de remonter en ville pour le travail. Maman se sentait bien de rester avec nous, et bien sûr les 3 enfants étaient complètement inconscients de toute l'agitation qui se passait. Donc nous l'étions aussi. Tout va bien pendant les premières nuits. Papa est parti et c'est là que les choses commencent à se dégrader. Il est environ 3h30 du matin, mes frères et moi dormons profondément, dans la tente. Ma mère, qui était dans la maison, dort aussi profondément. Quand elle se réveille, à cause d'une avalanche de messages de Bruce, ils sont tous vides. Mais comme c'est la première fois qu'elle a des nouvelles de Bruce depuis qu'il a menacé ses enfants, ma mère est maintenant complètement réveillée et en pleine panique. Bruce l'appelle et elle répond. Il ne répond pas, il respire lourdement au téléphone pendant 10 secondes avant de raccrocher. La deuxième fois, c'est pareil. Maman demande où il est, mais il lui raccroche au nez. Il appelle une 3e fois, dit « terrasse arrière » avant de raccrocher. Ma mère entend un grand bruit à l'arrière de la maison et appelle rapidement la police. La seule façon d'accéder à l'arrière de la maison est de passer par la pelouse de devant, là où mes frères et moi dormions. Je ne me rappelle que d'avoir été brusquement réveillé par le meilleur ami de mon père, appelé en pleurs par ma mère, et être entré dans la maison pour voir 3 policiers debout autour de nous. Mes frères et moi étions maintenant bien réveillés parce que nous étions curieux de tout ce qui se passait. Et puis ceci est arrivé. Mon père est redescendu vers nous avec la nouvelle.
Le fils de Bruce était venu le voir en ville pour s'excuser et avouer cela. On lui avait dit de venir mettre fin à la vie de notre famille en échange d'une grosse somme d'argent. Mon père était sous le choc et est vite redescendu. Bruce était de nouveau caché. Ma mère a informé tous ceux qui le connaissaient et qui étaient un proche de lui de ce qui s'était passé. Et si jamais il venait les voir, il fallait prévenir la police qui l'arrêterait immédiatement, car il était considéré comme dangereux et mentalement instable. Le pire, c'est qu'une de ses soi-disant meilleures amies, qui le connaissait, l'a laissé rester chez elle au lieu d'appeler les autorités. Petite parenthèse, elles n'ont recommencé à se parler que récemment, après que ma mère lui a pardonné. À l'approche de la fin de l'été, nous sommes retournés en ville pour découvrir quelque chose de terrifiant. Ma mère et mon père sont rentrés chez eux et ont trouvé l'une de leurs salles de bain avec la fenêtre brisée et des traces de train de passage partout. Rien d'inhabituel ne s'était produit pour une raison inconnue. Jusqu'à ce que mon grand frère, un passionné de perruches, sorte pour vérifier nos oiseaux dans la volière et découvre qu'ils avaient tous disparu. Il n'y en avait pas un seul, et nous avons supposé qu'ils avaient dû s'échapper et s'envoler. Jusqu'à ce que papa ait une mauvaise surprise en ouvrant notre barbecue et découvre que les 10 avaient été cuits vivants. Mes parents ne peuvent pas prouver que c'était lui, mais après tout ce qui s'est passé avec Bruce, c'était probablement lui. Surtout après avoir découvert ce que l'ami de maman a fait. Pour aggraver les choses, notre voisin a entendu et vu ce qui se passait quand on s'est fait cambrioler, mais il n'a même pas pris la peine d'appeler la police ou de prévenir mes parents ou nous-mêmes. Nous étions furieux. Elle a donné une excuse lamentable en disant qu'elle était seule à la maison et qu'elle n'avait jamais été témoin de quelque chose comme ça. Donc, à Bruce, un homme que je considérais comme une autre figure paternelle dans ma vie. Tu souffres peut-être de troubles bipolaires et tu n'y peux rien. Mais après ce que tu as fait subir à ma famille et à moi, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Quand j'avais 13 ans, j'ai quitté ma ville natale dans le Tennessee pour m'installer dans un tout nouvel endroit dans le nord du Michigan. C'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie, Lena. De toute façon, elle est comme ma sœur jumelle. C'est comme ça qu'on s'appelle. Lena a 2 petites sœurs, Katie et Marina. Lena et moi avions un ami qui s'appelait Bear. Nous avions aussi un ami que je fréquenterai plus tard, qui s'appelait Ronnie. Ronnie et Bear connaissaient une fille qui s'appelait Mandy, qui est l'antagoniste de cette histoire. Nous avons rencontré Mandy en première année de lycée. Elle a 17 ans, nous en avons. 14, ce n'est pas grave. De toute façon, la plupart traînent avec des élèves plus âgés. Elle était un peu agaçante, mais on a supporté parce que Bear avait un faible pour le grand frère de Mandy. Donc, le harcèlement n'avait pas vraiment commencé au début. Principalement, elle était agaçante et essayait de nous coller partout, et c'était surtout une nuisance en général. Elle avait un cours avec Lena et traînait le plus souvent autour d'elle avant et après. Finalement, Mandy a commencé à rechercher l'attention de Lena. Elle tirait les cheveux de Lena en classe lorsque celle-ci parlait aux autres amis. Elle se montrait très bruyante et agressive envers eux quand on lui disait d'attendre, et elle s'imposait dans l'espace personnel de Lena. Elle photographiait Bear, Ronnie, Lena, moi et d'autres connaissances, puis diffusait ces images partout en ligne. Ronnie avait clairement dit qu'il ne voulait pas de photos de lui sur Internet, mais elle les a quand même publiées. Elle est même allée jusqu'à utiliser la photo. Elle les avait prises à leur insu et les avait publiées sans son consentement comme photo de profil Facebook. Un jour, elle est allée chez Ours et a fini par lui offrir une bague. Ses parents se sont mis en colère, pour une raison que je ne peux qu'imaginer, et Mandy a décidé de mentir et de leur dire que l'ours lui avait volé la bague. Elle leur a ensuite dit que l'ours l'avait perdue. Cela a encore compliqué la situation de l'ours avec les parents de Mandy, même si c'était faux. Ils ont découvert plus tard que ce n'était pas le cas, car ils ont appris que Mandy leur volait constamment de l'argent. Mandy a continué à empirer. Je l'ai confronté à propos de sa violence physique envers Lena et je lui ai dit de soit la laisser complètement tranquille, soit d'arrêter d'être aussi agaçante. Je lui ai dit que je la botterais si j'apprenais qu'elle lui avait encore fait du mal. Et pendant un moment, ça s'est arrêté.
Elle a commencé à se pointer aux endroits où nous allions et à s'imposer dans le groupe. Un exemple très important de cela a été une fête d'anniversaire que Lena a eue. Elle allait avoir 15 ans et c'était une fête de cosplay. Elle s'est présentée à l'improviste et sans invitation chez Lena, déguisée en costume d'Halloween, feignant l'ignorance. Quand nous lui avons dit qu'elle n'avait pas été invitée et qu'elle n'avait pas le droit d'être chez Lena, elle s'est présentée chez Ronnie alors qu'il était seul, ce qui m'a vraiment mis en colère car elle avait un béguin pour lui, et elle a affirmé qu'elle savait que je sortais avec lui à l'époque. Ronnie lui a dit de partir, et il a précisé qu'il ne voulait rien de romantique avec elle parce qu'il avait déjà une petite amie. Elle est partie seulement quand la mère de Ronnie est rentrée et a menacé d'appeler la police. Un fait amusant à propos de cela, c'est que Ronnie n'avait aucun voisin à des kilomètres de la ronde. Il vivait dans une ferme à des kilomètres de la ville la plus proche, Hell. Il habitait loin de chez moi, et j'étais à au moins 10 minutes de la ville. Elle avait forcément fait exprès de venir, et il était évident qu'elle n'était pas simplement de passage dans le coin. La situation s'est apaisée après mon déménagement. J'avais depuis longtemps rompu avec Ronnie et nous sommes restés amis pendant un bon moment. J'entendais de moins en moins parler de Mandy, au point de me demander si quelque chose s'était vraiment passé. C'était enfin apparemment terminé. Il y a environ un an, Lena m'a demandé si je me souvenais de Mandy. J'ai répondu que oui, bien sûr, et j'ai demandé pourquoi. Elle m'a alors lâché une bombe. Lena était chrétienne pendant un certain temps quand je la connaissais. Élevée baptiste, elle et ses frères et sœurs participaient au groupe de jeunes de notre église. J'y allais avec eux pour leur faire plaisir, même si j'étais juif. Nous étions proches du pasteur et des responsables du groupe de jeunes, donc j'ai été surpris d'apprendre qu'ils avaient arrêté de venir, quelques semaines auparavant. Tu vois, Mandy attendait chaque semaine au groupe de jeunes pour voir Marina, attendant de l'inviter à sortir. Mandy, qui avait maintenant 20 ans, attendait chaque semaine de voir Marina, qui en avait 12 pour l'inviter à un rendez-vous. Une femme de 20 ans tentait désespérément d'inviter quelqu'un à sortir. Une fille de 12 ans qui n'était même pas assez âgée pour savoir si elle aimait quelqu'un, encore moins si elle était homosexuelle ou bisexuelle. J'étais hors de moi, j'étais furieux, puis j'ai envoyé un message à Mandy car elle était toujours dans mes contacts. Elle est tout de suite devenue sur la défensive, me demandant sans cesse qui lui avait dit et pourquoi je voulais savoir. Depuis quelques années, j'étudie la psychologie médico-légale anormale et la criminologie pour me préparer à l'université quand j'irai. Ce comportement défensif, surtout chez Mandy, m'a montré qu'elle était coupable. Je n'ai pas répondu auparavant, quelqu'un me l'a dit et j'ai besoin de savoir. De façon choquante, elle m'a avoué que c'était vrai, mais qu'elle avait tourné la page et avait un petit ami. Ça m'a rendu physiquement malade. J'ai demandé quel âge il avait et elle m'a dit qu'il avait 16 ans. Le pire dans tout ça, à mes yeux, c'est d'avoir essayé de sortir avec une fille de 12 ans alors qu'elle en avait 20. C'est vraiment la chose la plus écœurante dans toute cette histoire. Et je me sens mal rien qu'en m'en souvenant. Mandy, pour ton bien, ne me rencontre pas. Dieu seul sait ce que je pourrais dire ou faire si cela arrivait. Je suis une femme qui travaille à l'audit de nuit dans un petit hôtel d'une toute petite ville. J'ai l'habitude de travailler seule et il en faut beaucoup pour me faire peur ou me mettre mal à l'aise. J'ai déjà géré des disputes domestiques, des sans-abri hostiles 2 fois plus grands que moi, et j'ai aidé à éliminer le problème de prostitution sur notre propriété il y a plus de 2 ans. Alors quand je dis que cet homme m'a vraiment foutu la trouille, sachez que ça veut vraiment dire quelque chose. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'il se passe avec cette semaine? Chaque nuit a été un autre incendie à éteindre pour moi. Mais alors là, le type louche de ce soir bat tous les records. Donc je suis assis à mon bureau en train de parcourir Reddit comme d'habitude, quand un client arrive vers moi depuis les chambres du premier étage. Je n'y prête pas vraiment attention. Il s'approche de moi, prend une brochure de notre programme de fidélité et commence à me poser des questions à ce sujet. C'est littéralement mon travail de répondre à ces questions. Donc il commence à me poser ces questions en se tenant en diagonale par rapport à moi et finit juste en face de moi. Il me dit merci et s'en va. Était-il un peu maladroit?
Oui, mais rien que je n'ai déjà vécu auparavant. 5 à 10 minutes passent, et le voilà qui revient. Cette fois, il dit qu'un de ses amis est censé venir le chercher, et il veut savoir si quelqu'un est passé demander après lui. Je lui dis non, et que personne n'est venu ici depuis un moment. Honnêtement, c'était ma première erreur, mais avec le recul, c'est comme ça. Il fait les 100 pas dans le hall pendant quelques minutes avant de demander s'il peut se tenir sur le côté de la réception, presque juste à côté de moi. Comme s'il avait un problème au cou et qu'il ne pouvait pas voir correctement par la porte. C'était le deuxième signal d'alarme, car il y avait un canapé juste en face de moi avec une partie où, si on s'asseyait simplement là, on pouvait faire face à la porte et au parking. Mais apparemment, j'ai perdu la tête ce soir. Je réponds, j'imagine. Et il reste là, il commence à poser des questions sur sa chambre, disant qu'il était censé être transféré dans une suite demain, et que nous sommes dans un établissement composé uniquement de suites. Je dis que je n'étais pas au courant de ça, mais je lui ai demandé son nom de famille pour vérifier, mais il a refusé de me le donner. Il n'arrêtait pas de me murmurer quelque chose, et puis il chuchotait des mots à peine audibles. J'avais vraiment l'impression qu'il voulait que je me penche pour entendre ce qu'il disait, mais il était hors de question que je fasse ça. À ce stade, j'étais déjà mal à l'aise et je le fixais simplement en lui disant plusieurs fois que j'ai des problèmes d'audition et qu'il devait parler plus fort. Quand ça n'a pas marché, je lui ai demandé son numéro de chambre pour que je puisse le retrouver comme ça, et il m'a dit qu'il ne s'en souvenait pas. D'accord, je lui ai demandé à quel étage il était. Il a dit qu'il ne savait pas. Maintenant, je l'ai vu venir des chambres du premier étage et je savais qu'il logeait là-bas. Je n'étais juste pas sûr de la chambre dans laquelle il était. Donc maintenant je sais que, pour une raison quelconque, il ne veut pas que je sache dans quelle chambre il loge, et pour une raison quelconque, cela commence à me faire me sentir très en insécurité. Il finit par me donner le nom de famille, Johnson, et je lui dis « Nous n'avons personne ici sous ce nom ». Il dit « Oh, c'est peut-être au nom de mon patron, mais je ne peux pas non plus donner de nom pour ça ». Il dit alors « Peut-être que c'est au nom de son entreprise ». Mais il m'a dit qu'il travaille pour la police autoroutière dans un petit garage appelé Joe Dirt Mécanique et qu'il fait de la construction générale sous la direction d'un entrepreneur dont il ne connaît pas le nom. Pendant qu'il me raconte tout ça, il continue de chuchoter bizarrement pour essayer de me faire pencher plus près de lui. Mais mon cerveau clignote comme un néon rouge en envoyant des signaux d'alerte et hurle danger, danger aussi fort que possible. Alors j'imprime une feuille au hasard depuis l'ordinateur et je lui dis que je dois aller dans le bureau à l'arrière pour faire des photocopies. Il semble comprendre l'allusion et repart dans le couloir, me laissant libre de paniquer dans l'arrière-boutique, mais aussi libre de prendre mon spray au poivre. En ressortant, je me rends compte qu'au lieu de partir, il s'est simplement déplacé dans un coin, hors de vue, pour m'attendre afin que je revienne au comptoir. Je me sens mieux armé avec mon spray au poivre, et je suis prêt à détaler et à m'enfermer dans le bureau à l'arrière, s'il tente quoi que ce soit. Cette fois, il ne reste pas longtemps, il demande juste des informations sur le restaurant qu'il peut voir par la fenêtre ou la porte. Il veut savoir s'il serait en sécurité en y allant seul à pied. Je lui dis que ça ira, que j'y vais moi-même tout le temps à pied et que je n'ai jamais eu de problème. Il essaie un peu d'obtenir un trajet, mais j'ai menti sur ce point, et je lui ai dit que je n'avais pas de voiture. Il part et se dirige vers ce restaurant, tandis que je suis simplement soulagé que tout cela semble terminé. Il est parti pendant 15 minutes quand il revient, portant un gobelet du restaurant, disant qu'il n'a pas aimé la nourriture là-bas. Je lui dis que c'est dommage et je fais semblant d'être occupé avec des papiers. Il semble comprendre l'allusion et repart. À ce stade, chaque interaction avec lui me laisse de plus en plus mal à l'aise et en insécurité. Et je commence à envoyer des messages à mon mari pour le tenir au courant de ce qui se passe. La prochaine barre oblique, la dernière fois que je l'ai vu, hier soir, je l'ai entendu descendre le couloir parce qu'il était au téléphone. Et quand j'ai levé les yeux, il me fixait vraiment intensément. Alors j'ai rassemblé quelques papiers et je suis allé dans le bureau du fond pour l'éviter. Je l'ai entendu passer devant le bureau et sortir par les portes. J'ai regardé dans le bureau de ma responsable et l'ai vu debout à la fenêtre,
essayant de m'apercevoir. À ce moment-là, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit de ramener ses fesses ici parce que je ne pouvais plus supporter ça. Pendant que je suis au téléphone, je trouve le courage de jeter un nouveau coup d'œil autour du coin vers le bureau de la responsable dans lequel il était en train de mater. Et je remarque qu'il est parti. J'ai donc dit à mon mari de faire attention à ce type, en marchant à l'extérieur de l'hôtel ou entre l'hôtel et le restaurant. Je regarde par la fenêtre et je ne le vois nulle part, mais je retourne me cacher, au cas où. Mon mari arrive en trombe sur le parking et vient me trouver caché au fond, me disant qu'il a cherché partout et n'a vu personne. En moins d'une minute, ce type louche entre et tente de me parler par-dessus mon mari. Mais après un regard très menaçant de la part de mon merveilleux mari, il a filé hors du hall et n'est pas revenu de toute la nuit. J'ai demandé à mon mari de rester pour jouer les gardes de sécurité, au cas où il se passerait quelque chose, mais rien ne s'est produit. Le matin, la femme de ménage, remplaçante au petit déjeuner, m'a dit que ce même homme était venu hier, et que notre responsable lui avait refusé une chambre car il avait mis mal à l'aise la femme de ménage. Le responsable a même dû l'accompagner pour sortir les poubelles parce que ce type était tellement inquiétant. Apparemment, il est revenu après que le responsable soit parti pour la journée et il a obtenu une chambre auprès du seul homme à la réception. Cela m'est arrivé quand j'avais environ 14 ans, j'étais le meilleur ami d'une fille qui s'appelait Robin. Nous nous sommes séparés depuis longtemps, mais je passais tout le temps la nuit chez elle. Robin était fille unique d'un couple âgé, tous les deux avaient environ 60 ans. Sa maison était ancienne et les chambres étaient assez petites. Elle avait une passion pour décorer sa chambre avec des objets effrayants. Elle était encombrée de bibelots et de vêtements, ce qui avait vraiment l'air cool. Mais ça voulait dire qu'après avoir regardé des animés ringards des années 90 à 4 heures du matin, je pouvais aller dormir dans cette chambre d'amis. Ou alors je risquais de suffoquer sous une pile de peluches gothiques et de Pokémon sur son sol. Un soir, ses parents sont sortis au pub du coin, juste en bas de la rue, avec de vieux amis. Je suis resté dormir chez elle. C'était génial, la maison était à nous deux seuls, et ils se sont assurés qu'on ait toutes les cochonneries qu'on voulait. Ils étaient vraiment adorables, et s'assuraient toujours qu'on se sente en sécurité avant de partir. Je devrais aussi préciser qu'ils ne ramenaient jamais d'invités à la maison, surtout quand leur fille avait une amie à la maison. J'ai passé une excellente soirée. Quand il était l'heure d'aller dormir, je suis allé dans ce que j'appelais ma chambre parce que j'y étais si souvent. Elle était petite et ne contenait qu'une armoire, une commode et un lit double, ce qui, étant donné que j'avais un lit simple et que je partageais une chambre avec ma sœur, était un luxe. Nous passions généralement des heures à nous envoyer des messages sur DS PictoChat jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme. Je me suis blotti dans mon lit et je me suis endormi assez rapidement. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé en entendant quelqu'un tripoter la poignée de la porte. Au début, j'étais un peu confus, car Robin m'envoyait presque toujours un message via PictoChat si elle voulait entrer dans ma chambre. La porte tremblait à ce moment-là et j'étais un peu effrayé. Ça a duré quelques minutes. Le tremblement s'est calmé et je me suis retourné en essayant de me calmer. Je me suis dit que c'était peut-être son père ou sa mère qui vérifiait si la porte était bien fermée. Je ne sais pas. J'ai été confus, je ne sais même pas si je me suis endormi ou quoi à ce moment-là. Mais je n'ai entendu personne entrer dans la pièce, et puis j'ai entendu ce bruit d'éclaboussure. Je me rappelle avoir trouvé cela très fort et clair. Et au fil des secondes, j'ai réalisé que ça ne faisait pas partie du rêve ou quoi que ce soit, je l'entendais vraiment. Alors que j'étais face au mur, j'ai tourné la tête aussi silencieusement que possible. Et j'ai pu voir cet homme très grand à côté de mon lit, tourné vers le coin. Il était si proche de moi. Il mesurait au moins 1,90 m, avait des cheveux noirs épais et courts, et il était incroyablement pâle et musclé. Il semblait avoir une trentaine d'années et il ne portait rien d'autre qu'un caleçon noir. Il n'y avait aucune chance que ce soit son père. Bien qu'il soit presque aussi grand que cet homme, son père était visiblement plus âgé, avait les cheveux argentés et le sommet de sa tête était chauve. Nul ne pouvait le confondre avec cet homme. J'étais sous le choc,
Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, et je me souviens d'avoir eu le cœur qui battait à tout rompre. Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté figé sous le choc pendant quelques secondes, puis, aussi discrètement que possible, je me suis retourné et j'ai fait semblant de dormir. Je me souviens d'avoir essayé de contrôler ma respiration pour qu'il ne le remarque pas. Finalement, il est parti et je suis resté éveillé pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, trop effrayé pour bouger. Je ne sais pas qui était ce type, ni s'il était toujours devant ma porte. Est-ce qu'il m'a vu? Que ferait-il s'il m'avait vu? Je n'ai entendu personne d'autre dans la maison et il n'y avait aucune conversation, alors que les murs de la maison étaient comme du papier. Quand j'ai trouvé le courage, je me suis précipité dans la chambre de Robin et me suis effondré. J'étais en panique et elle se moquait de moi, disant que j'étais ridicule et que je mentais, que je faisais juste un cauchemar. Elle m'a dit de retourner au lit et j'ai refusé. Je ne me sentais pas en sécurité. Elle a levé les yeux au ciel et nous sommes tous les deux entrés dans la chambre. Elle a regardé autour d'elle et s'est soudainement mise à hurler. Elle venait de marcher dans une flaque de pisse. Je t'avais dit, il y en avait partout. Il y en avait sur l'armoire, sur la commode et s'était imprégné dans la moquette. À ce moment-là, elle était aussi confuse que moi. Il était 5 heures du matin, alors elle a pris mon oreiller et ma couverture dans ma chambre. Et j'ai saisi avec plaisir ma chance avec l'avalanche de peluches et j'ai dormi par terre dans sa chambre. Le lendemain matin, je me souviens avoir été extrêmement méfiant envers son père. Il n'y avait pas d'autres figures masculines dans les environs et ce n'était pas le genre de personnes à recevoir du monde, surtout quand leur fille avait des invités. Alors j'ai dirigé ma peur et ma confusion vers lui. Je savais pourtant que ce n'était pas lui, mais à ce moment-là, j'étais tellement anxieux en présence de n'importe quelle figure masculine. Je me souviens d'être assis autour de la table du petit déjeuner et Robin ne savait toujours pas quoi en penser. D'une certaine manière, une partie d'elle ne voulait pas me croire, même lorsqu'elle a vu les preuves de ses propres yeux. Je n'ai rien dit à ses parents et elle non plus. Je suis rentré chez moi apeuré et confus. À part moi, aucun de mes amis ou de ma famille ne semblait me croire. Ce n'est que récemment que j'ai raconté à nouveau cette histoire à un groupe d'amis. Et mon meilleur ami, avec qui j'étais déjà ami à l'époque, a réagi en disant « Attends, c'était réel ? On pensait tous que tu avais juste inventé ça. » Plus tard, ma sœur m'a dit que les maisons du quartier étaient allées reliées par les greniers et qu'on pouvait passer d'une maison à l'autre. Peut-être que quelqu'un est passé par là et est entré, mais pourquoi était-il presque nu ? Pourquoi savait-il que j'étais là ? Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'est passé. Inutile de dire que je n'ai plus jamais dormi dans cette chambre et plus jamais dormi seul dans cette maison. En 1988, j'ai quitté mon travail d'enseignant à San Francisco et je suis retourné vivre chez mes parents à East Sacramento, dans leur maison d'amis. C'était une jolie petite cabane avec un petit coin salon près de la kitchenette et le bruit des buissons près de ma chambre était apaisant. Pendant l'été, je suivais un cours de remise à niveau sur des méthodes d'enseignement alternatives dans une ville voisine appelée Rancho Cordova. Et j'y étais la plupart des heures du matin, de 9 heures à midi, puis je prenais le bus pour rentrer chez moi. C'était vraiment un endroit agréable où vivre et les maisons étaient magnifiques. Qui ne voudrait pas y vivre ? Pas moi. Quand je me promenais dans Sacramento, j'imaginais marcher dans les rues animées des temps de Follet Vegeta. Je devais être là, donc je n'avais pas d'autre choix, et le poste d'enseignant que j'avais à Folsom Middle School semblait prometteur. Par un après-midi ensoleillé, je suis rentré à pied de l'arrêt de bus et j'ai remarqué que le fils des voisins, âgé de seulement 10 ans, était assis sur la pelouse de ses parents. Je lui ai demandé s'il allait bien et il m'a regardé d'un air hébété. « Il y a un homme qui regarde par ta fenêtre, m'a-t-il dit. » J'ai pensé qu'il avait peut-être vu mon père et que ce n'était que ça. Je lui ai demandé de porter mes livres pendant que j'ouvrais la porte, en précisant que c'était sûrement mon père. Non, il a dit qu'il regardait depuis l'extérieur. Encore une fois, pensant qu'il n'était qu'un gamin avec de l'imagination. À quoi ressemblait-il ? Il a dit que c'était un homme portant un masque noir, comme le hamburger. C'était la Californie, et David n'avait jamais vu de neige, donc il est probable qu'il n'avait jamais vu de cagoule.
et on aurait dit que c'était ce qu'il décrivait. Pendant un instant, j'ai envisagé de le signaler, mais ce n'était que sur la base d'un enfant qui disait un homme qui ressemblait au hamburger regardait par la fenêtre du salon de mes parents. Je l'ai fait entrer, je lui ai donné un soda et je l'ai accompagné de l'autre côté de la rue. Le reste de l'après-midi, je suis resté assis sur la terrasse de la maison d'hôte à fumer des cigarettes et à lire Stephen King. J'ai levé la tête pour boire une gorgée de mon coca quand j'ai vu une ombre se faufiler derrière l'abri de jardin. C'était presque comme, à ce moment-là, quand Annie et Laurie rentrent à pied dans Halloween et que la silhouette se cache derrière les haies, presque pareil. Cigarette à la main, je m'approche lentement de l'abri de jardin. David, si c'est toi, rentre chez toi. Je me suis retourné, il n'y avait personne. Mais à côté, il y avait 2 empreintes de pas où quelqu'un portant de grosses bottes se tenait. J'étais effrayé, mais ça aurait très bien pu être n'importe qui, même le voisin. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai mis un disque très fort en laissant la fenêtre ouverte et en m'asseyant sur la terrasse pour lire mon livre. Je me suis dit que s'il y avait quelqu'un qui rôdait, peut-être que mettre de la musique les ferait croire que quelqu'un était à la maison. Un nœud se serrait dans mon estomac, et plus j'y pensais, plus j'étais tenté de lever les yeux de ma page pour voir si l'ombre allait surgir à nouveau de derrière la remise. J'ai grandi là-bas et je n'ai jamais eu l'impression qu'East Sacramento était un endroit pour les rôdeurs. Cela me semblait un lieu trop ensoleillé pour cela. J'ai écarté cette idée, relevé le bras du tourne-disque, éteint la chaîne hi-fi, fermé à clé et rejoint un vieil ami. Jusqu'au retour de mes parents à la maison, je suis allé chez ma cousine Cindy. Elle venait d'épouser son petit ami juste après le lycée. Cindy était une âme sœur et allait de se marier 4 fois de plus avant 1999, avant d'avoir son premier fils. « Appelle la police, c'est ce que je ferai, dit-elle en se rinçant les cheveux dans l'évier. Elle venait de le teindre avec du colorant alimentaire. Son mari, Brad à l'époque, proposa d'y aller avant de devoir partir travailler au vidéoclub. Brad n'était ni costaud ni fort, mais il faisait semblant de l'être. Je me suis senti idiot. Un adulte qui redoutait de rentrer chez lui car le croque-mitaine se cachait dans la cabane du jardin. Cet endroit m'a toujours fichu la trouille. Il fait sombre, il y a des araignées, Cindy a ri. Mais nous n'avons jamais pensé qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Je lui ai répondu, j'ai appelé ma mère à son groupe de prière et elle est venue me chercher. Je me suis senti encore plus pathétique qu'avant. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et ce que David avait dit. Elle a dit que je me faisais peur tout seul et de ne pas être idiot. Elle a ri et j'ai pensé qu'elle avait peut-être raison. C'était jusqu'à ce que je rentre et découvre que la moustiquaire de la fenêtre de la kitchenette de la maison d'amis avait été retirée et posée contre le mur. Rien n'avait été volé, mais des choses avaient été déplacées. Des choses étranges. Quelques disques dépassaient de l'étagère. Une photo d'un vieil ami était posée face contre la table. Et il y avait une canette de bière vide dans ma poubelle, je ne bois pas, et une partie de la nourriture dans mon frigo avait été mangée. Mon diplôme était désormais sur un autre crochet. Soit un abruti est entré chez moi pour déplacer des affaires et déjeuner, soit je devenais fou. Après ça, j'ai commencé à recevoir des appels obscènes, avec des souffles lourds et des chuchotements que je ne comprenais pas. J'ai demandé à la police ce que je devais faire et ils m'ont dit de mettre de nouvelles serrures aux portes et d'appeler mon opérateur pour changer de numéro. Quand je leur ai demandé s'ils pouvaient en faire quelque chose, ils m'ont dit en sang qu'ils ne pouvaient pas parce que je n'avais aucune preuve. Ces choses étaient liées et rien n'a été volé. Je me suis préparé à déménager et j'ai décidé que je n'allais pas attendre d'être la victime d'un crime. Un après-midi, je suis rentré du travail et j'ai entendu le téléphone sonner. J'ai laissé le travail de mes élèves sur la chaise dehors et j'ai rapidement ouvert la porte. J'ai décroché le téléphone et j'ai dit « Allô, il n'y avait rien. »« Allô, il y a quelqu'un. » Il m'appela en une pute, dans un chuchotement aigu. J'en avais assez. Ce week-end-là, j'ai logé chez ma cousine Cindy en attendant de trouver un autre endroit. Mes parents n'ont jamais reçu ces appels téléphoniques et n'ont jamais retrouvé leurs affaires déplacées. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un étudiant à qui j'avais mis une mauvaise note ou de quelqu'un qui me suivait chez moi.
J'aimerais savoir qui c'était. Sinon, ça va me ronger de l'intérieur. J'ai déjà passé assez de temps sans savoir et peut-être que je ne le saurai jamais. Je travaillais de nuit dans une station-service. Et c'était dans un quartier qui se trouvait juste en face d'un complexe de logements sociaux pour les bénéficiaires de la section 8. Donc il y avait beaucoup de personnes atteintes de troubles mentaux, de schizophrénie et de problèmes de drogue. Environ 4 mois après avoir commencé ce travail, j'ai commencé à entendre des cris à glacer le sang d'un homme qui hurlait pour quelque chose, demandait à quelqu'un de s'éloigner et jurait beaucoup. Gardez à l'esprit que tout cela se passait pendant le service de nuit. Puis je l'ai vu. De l'autre côté de la fenêtre, j'ai vu un homme d'âge moyen, en surpoids, avec une barbe mal entretenue. C'était un Afro-Américain. Ce n'est pas que cela ait un rapport avec ses actions, mais c'est juste pour que vous puissiez vous faire une idée du personnage. Il lui manquait des dents et il criait à toute heure de la nuit. Nous fermions quelques heures, de 3 heures à 5 heures pour nettoyer. Et il entrait dans le magasin à 2h50 pile, juste avant que j'aie le droit de fermer les portes. Il marmonnait tout seul et disait des choses comme «Non, on n'a pas besoin de ça» et «Eh bien, on n'a pas assez d'argent». Je pensais juste qu'il était fou. Il demandait aussi combien coûtait chaque chose, même s'il se tenait juste à côté des étiquettes de prix. Et c'était très agaçant. Ce genre de choses a continué pendant 6 mois d'affilée. Très souvent, pendant que cela se produisait, d'autres personnes entraient en même temps que lui pour acheter de l'alcool. Et il vivait dans le même complexe résidentiel parce qu'il connaissait tour à tout le gars qui criait. Je suppose qu'il était un sujet brûlant dans les appartements. Bref, un soir, le gars qui criait est parti. Et un autre gars qui était aussi dans le magasin vient me voir et me dit de ne plus le laisser entrer parce qu'il est devenu mauvais. Yo. Je suis un gars assez posé et sceptique, mais ce que ce type m'a dit m'a vraiment mis mal à l'aise. Il a dit qu'il en est sûr. Bon, le gars qui crie vit seul dans son appartement et il a été invité chez lui. Une fois parce qu'il était moins fou à ce moment-là, puis il a empiré. Le type m'a dit que quand il était dans l'appartement du fou, il avait l'impression que quelqu'un allait surgir à tout moment, et qu'il avait l'impression d'être observé, et que c'était un endroit très négatif dans lequel se trouver. La journée avance et le gars normal décide de partir. Et quand il a quitté l'appartement de fou, il a regardé par la fenêtre de l'extérieur et a vu plusieurs ombres qui ressemblaient à des formes humaines passer derrière les rideaux des fenêtres. Il a dit qu'il y est retourné une fois de plus pour traîner, mais il ne l'a plus jamais fait quand le fou a commencé à dire qu'il volait sans pantolet ses pensées et ses souvenirs. Donc j'entends ces histoires et maintenant je me dis «Waouh, c'est dingue!» Et le gars normal dit juste qu'il n'essaie pas de me faire flipper, mais que c'est juste mieux d'être loin parce que les ennuis le suivent. Alors un jour, le gars fou revient à minuit, comme d'habitude, et je lui dis qu'il n'a plus le droit d'entrer dans ce magasin. Et il commence à se promener dans le magasin et à demander combien coûte chaque chose. Et là, je le supplie de partir, et il se fâche contre moi en disant qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas pu acheter un paquet de Cheetos. Alors je les lui vends et il est environ 3h03 du matin à ce moment-là. Et il prend les chips et dit «Ah mais il te voisin maintenant, il ne t'aime pas». Puis il sort et commence littéralement à hurler à plein poumon sur le parking. J'ai verrouillé ses portes tellement vite, c'était fou. Quelques semaines passent et je le voyais à peine, mais il disait toujours «Il te voit» quand il entrait. Un jour, j'ai fait un service du soir et j'ai terminé à 23h30. J'ai pointé ma sortie et j'ai commencé à marcher dans la rue, vers chez moi. Et je vois le type bizarre assis sur une chaise au 2e étage de l'immeuble, devant ce que je suppose être son appartement. Et je le vois sur la chaise, puis je regarde sa fenêtre et les rideaux sont fermés. Mais j'ai vu 3 silhouettes humaines, comme des ombres solides, juste contre la fenêtre, et les poils sur ma nuque se sont hérissés. Quand je me suis souvenu de l'histoire, le gars m'a dit que j'étais rentré chez moi si vite que je pensais que j'allais franchir le mur du son.
Quand j'étais plus jeune, ma cousine aînée a vécu chez nous pendant un moment parce qu'elle avait des problèmes de comportement à la maison. Mes parents ont dû aller chercher quelqu'un à l'aéroport pendant la nuit, alors ils ont laissé mon frère et moi avec elle. Mon frère et moi étions déjà au lit dans ma chambre, car je crois que c'était un soir d'école. Et elle était dans l'autre pièce en train de faire ses devoirs. Mais elle a terminé, alors elle était venue dans notre chambre pour s'allonger avec nous. Mais dès qu'elle a ouvert la porte, les alarmes de la maison se sont mises à retentir. Elle a rapidement refermé la porte et est venue me dire de rester silencieux avant de retourner la fermer puisqu'il n'y avait pas de verrou. Mon frère, qui a 1 an de plus que moi, s'est réveillé très confus et les alarmes retentissaient. Et nous étions tous terrifiés, incapables même d'appeler à l'aide parce que son téléphone avait été confisqué. Et nous étions trop jeunes pour en avoir un. Notre seule option était le téléphone fixe, celui dans la cuisine et celui dans la chambre de mes parents. Alors on se prépare tous en même temps et on court dans la chambre de mes parents pour verrouiller leur porte. Mon cousin vérifie leur salle de bain et leur placard pour s'assurer que personne ne s'y cache avant d'appeler mes parents pour leur dire ce qui se passe. Ils disent qu'ils ne sont qu'à 2 minutes et de ne pas s'inquiéter. Mais laissez-moi vous dire que ces 2 minutes ont été les plus longues de ma vie. Après tout ce qui a été dit et fait, nous découvrons, grâce à la société d'alarme, que c'est la fenêtre de la chambre de mes parents qui a déclenché l'alarme, et c'est dans cette chambre que nous sommes allés. À ce jour, mes parents restent persuadés qu'elle tentait juste de faire entrer un petit ami discrètement. Je suis sûr que quelqu'un voulait cambrioler la maison, ou pire, et qu'il a pris peur à cause de l'alarme en voyant à quel point ma cousine avait l'air complètement terrifiée. Une nuit de novembre 2017, j'avais 22 ans, ma mère et moi sommes allés faire les courses. Alors que nous étions dans le rayon boulangerie, ma mère et moi sommes tombés sur ma tante et nous sommes restés là tous les trois à bavarder un moment. Je me sentais généralement mal à l'aise à cette période parce que je venais de regarder en boucle beaucoup de vidéos YouTube sur des faits divers et des rencontres effrayantes. J'avais du mal à dormir car j'avais peur dès que j'étais seul à la maison et que j'entendais le moindre bruit. À cause de ce malaise ou de cette paranoïa, j'étais très alerte et sur les nerfs. À la boulangerie du supermarché, je me tenais dos aux bagels et je surveillais toutes les personnes qui passaient devant nous. Pendant que ma mère et ma tante partageaient en dorant des histoires, personne ne semblait suspect jusqu'à ce que j'aperçoive un homme prématurément chauve. Il ressemblait à un brownie à barbe de cou, typique d'une trentaine d'années, un gars sympa. Je me souviens m'être dit « Mon Dieu, il a l'air un peu flippant, non ?» alors qu'il traversait le rayon fruits et légumes de la boulangerie. Mais ensuite, j'ai commencé à me sentir mal. « Détends-toi, tu es beaucoup trop dans le jugement, me suis-je dit, allant même jusqu'à lui sourire par pure culpabilité. Il te regarde probablement parce que tu le regardes toi-même. Il ne fait que jeter un coup d'œil en passant. Il va t'oublier dès qu'il détournera les yeux de toi. Vrai, faux. J'ai complètement oublié cette expérience pendant quelques mois de bonheur et d'ignorance. Puis, en janvier, j'ai reçu une demande de message d'un vieil ami avec qui j'avais perdu contact. Mon ami perdu de vue a été le premier d'une longue série à me contacter. Il y avait beaucoup de rumeurs sur Facebook à propos d'un délinquant sexuel local qui prenait des photos de jeunes femmes dont il trouvait les cheveux jolis. Certaines avaient la vingtaine comme moi, d'autres étaient un bien en dessous de 18 ans, et ils publiaient leurs photos sur un site de partage d'images. Je ne sais pas exactement comment, mais ces albums en ligne étaient remplis, et je n'exagère pas, de milliers de ces photos. Il avait été découvert, et une multitude de captures d'écran étaient diffusées partout sur Facebook pour sensibiliser les gens. Mon vieil ami a vu quelques photos de moi debout à côté des bagels, entouré de ma mère et de ma tante. Mes longs cheveux retombaient en vagues après une tresse française. J'ai eu mal au ventre en voyant les captures d'écran, j'ai raconté à ma famille ce que je venais de découvrir et mon frère a immédiatement appelé la police pour le signaler. Pendant qu'il parlait à un agent, j'ai reçu d'autres captures d'écran. Ce type de page du registre des Crips. C'était l'homme de l'épicerie, l'homme qui m'avait d'abord mis mal à l'aise, l'homme envers qui je m'étais senti coupable, l'homme à qui j'avais souri.
Quand mon frère a raccroché avec la police, il nous a dit qu'ils avaient en fait été submergés de signalements toute la nuit. Bien qu'il soit compréhensif, le policier à qui mon frère a parlé a dit qu'il ne pouvait rien faire. Le type louche avait légalement le droit de nous prendre en photo en public. L'homme aurait été agressé devant une supérette la nuit où ses photos ont été découvertes, avant même qu'il ne se rende compte qu'il avait été démasqué. Et il a depuis été arrêté pour possession d'images indécentes d'enfants dans une affaire sans rapport. Fait amusant, mon frère connaissait déjà ce type depuis longtemps, car il était apparemment déjà connu sur Internet pour être louche. Un type blanc obsédé par les femmes asiatiques, qui avait un fétichisme des cheveux et, oh oui, était un délinquant condamné. Donc, comme on dit, photographe flippant, espérons qu'on ne se croise jamais. Je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais en cours préparatoire, ma sœur était à la maternelle. Mon père était parti travailler pour la journée et ma mère, qui est mère au foyer, était à la maison avec ma sœur et moi. Ma mère était montée prendre une douche puisqu'il était encore tôt, pendant que ma sœur et moi étions en bas sur le canapé à regarder Bob le bricoleur. Ma sœur est sortie à la voiture pour aller chercher quelque chose. La façon dont ma maison est agencée, c'est que notre salon, où nous regardions la télé, est relié à la cuisine, qui elle-même donne sur le garage. Pour aller jusqu'à la voiture dehors, ma sœur a ouvert la porte qui mène au garage, puis elle a ouvert la porte du garage en appuyant sur un bouton. Elle est ensuite sortie jusqu'à la voiture, a récupéré ce dont elle avait besoin et est revenue à l'intérieur. Je suppose qu'elle n'a pas appuyé sur le bouton pour fermer la porte du garage, et elle a dû laisser la porte qui mène de l'intérieur au garage déverrouillée. Eh bien, elle avait 4 ans et elle n'y a pas prêté attention. Environ une demi-heure s'écoule et ma mère descend en panique avec une serviette autour d'elle, demandant si nous avions pris ses bijoux dans sa chambre à l'étage. Certainement pas moi. Même si j'étais une fille de 6 ans, les bijoux ne m'intéressaient pas. Ma sœur a assuré à ma mère qu'elle ne les avait pas pris non plus. Ensuite, ma mère m'a demandé si j'étais montée à l'étage pendant qu'elle faisait la vaisselle. Non, j'étais en bas à regarder la télé avec ma sœur. Pourquoi ? Elle m'a dit qu'elle avait entendu des pas et, pendant qu'elle était sous la douche, elle avait appelé mon nom, mais nous n'avons pas répondu. À ce moment-là, je sifflais très bien et mes parents savaient que je savais siffler. Ma sœur, par contre, n'arrivait pas à sortir un son. Eh bien, si ce n'était pas ma sœur et que ce n'était pas moi, qui aurait bien pu prendre tous ces bijoux dans la boîte à bijoux de ma mère. Même celui dont elle avait perdu la clé. Ma mère a entraîné ma sœur et moi dehors, paniquée, toujours seulement couverte d'une serviette, et elle a appelé la police et mon père. Elle a demandé à ma sœur « Tu es sûre que tu ne l'as pas pris ? Ou que toi et tes amis n'avaient pas joué avec hier ?»« Encore ?» Ma sœur a répondu non. Un policier est venu et a fouillé la chambre de ma mère. À 6 ans, j'étais curieux et confus. Alors j'ai demandé à certains policiers ce qu'ils faisaient et, gentiment, ils m'ont expliqué la procédure. Nous n'avons jamais fini par découvrir qui était le criminel. Ils ont dû passer par la porte du garage, ce qui signifiait qu'ils auraient croisé ma sœur et moi assis sur le canapé. Heureusement, ils ne voulaient vendre que des bijoux et non pas enlever des enfants, car l'auteur aurait facilement pu nous prendre aussi. Pendant que ma mère prenait sa douche, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se serait passé s'ils nous avaient pas pris. Beaucoup de nos amis et de notre famille ont dit à mes parents que cela aurait pu être le peintre que nous avions engagé. Cet été-là, nous faisions repeindre la maison et faisions confiance au peintre. Nous le laissions seul pendant que nous déjeunions ou partions en bateau. Depuis le cambriolage, je suis nerveux quand je suis seul à la maison. Cette année-là, nous avons installé une alarme de meilleure serrure et pris un chien de garde. Après cette expérience, j'avais des pensées terribles. Qu'un homme entrerait par ma fenêtre pour me faire du mal ou s'introduirait à nouveau dans la maison. Mon père devait me montrer des vidéos de notre race de chiens de garde attaquant des gens portant des vêtements de protection, pour que je voie que mon chien nous défendrait. Encore aujourd'hui, je déteste être seul à la maison. Le moindre bruit me met sur les nerfs et je saisis la batte la plus proche ou n'importe quoi d'autre pour me défendre, pendant que je fouille la maison. Ma mère aussi a eu du mal par la suite à passer l'aspirateur toute seule dans la maison, car elle voulait entendre chaque bruit.
Alors, à l'homme qui a cambriolé ma maison, qui a pris tous les bijoux d'enfance de ma mère et ses bijoux précieux, ne nous revoyons plus. Je travaille comme caissier dans un supermarché et j'ai rencontré tellement de types de personnes différents que je préférerais ne jamais revoir. Mais celle-ci bat tous les records, c'est certain. Le magasin où je travaille est ouvert 24 heures sur 24 et c'était l'une des premières fois où je devais faire le service de nuit. La plupart des gens ne font pas leurs courses après 22 heures, donc les équipes de nuit se composent généralement d'un seul caissier et d'un seul responsable. Ma responsable était dans son bureau et j'étais sur mon téléphone, essayant tant bien que mal de rester réveillé. Comme je ne travaille pas habituellement de nuit, j'avais un peu plus de mal quand la fatigue m'a frappé. Vers 00h30, ce n'était pas animé et le parking était désert. À part ma voiture, sa voiture et une autre voiture garées près de la rangée de chariots. La voiture était en marche, les phares éteints, mais les lumières intérieures allumées. Et un type assez grand, chauve, était assis, penché en avant, les mains fermement posées sur le haut du volant, et il fixait l'intérieur du magasin. J'ai été très surpris par cela à cause de l'ambiance étrange et inquiétante que cela dégageait. Après quelques secondes où je le fixais en retour, il avait éteint sa voiture ainsi que les lumières intérieures, puis il est sorti de la voiture. Il a commencé à marcher pour prendre un chariot. J'ai pensé qu'il ignorait peut-être que nous étions ouverts 24 heures, 26 sur 24, et qu'il lisait le panneau sur la porte. J'ai ignoré le fait qu'il aurait eu besoin d'allumer ses phares pour le lire. Il est entré dans le magasin et a commencé à parcourir les rayons. Je suis retourné sur mon téléphone parce que si c'était juste un gars ordinaire, je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise. Environ 15 à 20 minutes passent, et il arrive à la caisse avec un chariot plein, et je veux dire vraiment plein, de pots de mayonnaise et un seul plateau de légumes. C'était vraiment déroutant, mais j'ai essayé de ne pas juger. Il a mis un peu de temps à commencer à décharger le chariot parce qu'il regardait les présentoirs de magazines que la plupart des caisses ont juste là, à la sortie. Nous avons pris un de ces magazines d'autres de célébrités pour ados, comme Dixit ou J14 ou quelque chose comme ça, ce qui n'a vraiment pas aidé à diminuer le côté louche. Il a commencé à décharger le chariot et je scannais les bocaux dès qu'ils arrivaient en pour qu'on puisse en finir le plus vite possible. Il m'a salué en disant « Salut, comment ça va, jeune fille ?» Mais il a dit ça avec la voix de Daffy Duck et je commençais à avoir plus peur qu'à être mal à l'aise. Je l'ai ignoré et je lui ai demandé s'il avait une carte de fidélité pour notre magasin. Il a répondu non avec une voix normale et je lui ai donné le montant total de sa transaction pendant qu'il fouillait dans ses poches pour trouver son portefeuille. Il m'a demandé si j'avais aimé son imitation et si elle était bonne. Honnêtement, l'imitation était vraiment réussie. C'est pour ça que ça me faisait autant flipper. Je lui ai dit que c'était bien en essayant de rester poli et calme. Il m'a tendu de l'argent liquide et j'ai ouvert la caisse pour lui rendre la monnaie. Alors que je lui tendais la monnaie, il a attrapé ma main et s'est penché au-dessus du terminal de carte bancaire. Et il m'a demandé si j'avais déjà assisté à une fête avec autant de mayonnaise. J'ai dit non et j'ai retiré ma main, qu'il a lâchée à contre-cœur. Il était toujours penché au-dessus du terminal de carte bancaire et il a dit « Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais disons simplement que ce n'est pas pour les légumes. » Il m'a fait un clin d'œil, a rangé sa monnaie dans son portefeuille et a commencé à prendre ses sacs de courses pour les mettre dans son chariot. Il a commencé à faire semblant d'avoir mal et m'a demandé de l'aider à mettre les sacs dans sa voiture. Je n'avais aucune intention de faire ça parce que ce type était vraiment trop louche. Je lui ai dit que je n'avais pas le droit de quitter la caisse parce que j'étais le seul à travailler. Il a insisté mais je lui ai répété que je ne pouvais pas partir. Je ne sais pas si c'était une règle, et honnêtement je l'ignorais, mais je l'ai prise comme excuse pour ne pas y aller avec lui. Il m'a fait les yeux de chien battu et m'a supplié avec les mains. Et je lui ai répété une fois de plus que je n'avais pas le droit de partir et que s'il n'arrêtait pas, j'appellerais mon responsable. Il s'est arrêté immédiatement, s'est moqué de moi et je partis sans dire un mot de plus. Il a chargé sa voiture et a laissé le chariot sur le parking.
mais c'était assez proche de la rangée de chariots qui se trouvait juste à côté de sa voiture. J'imagine qu'il voulait probablement voir si j'allais sortir et le remettre à sa place, mais je n'allais pas faire ça. Il est monté dans sa voiture, l'a démarré et a repris la même position qu'avant. J'ai appelé mon responsable, après 3 minutes où il s'est contenté de me fixer. Elle est descendue, a regardé par la fenêtre et il est parti. Je lui ai tout raconté et elle m'a dit que j'avais eu raison de ne pas lui donner ce qu'il voulait et que si je le revoyais, je devais appeler la police. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça pendant le service de nuit à quelques autres collègues féminines. Inutile de dire que j'ai fait en sorte de ne plus jamais avoir une autre rencontre pendant le service de nuit. Après ça, je vis dans une petite impasse au milieu de nulle part. Le quartier le plus proche se trouve à plus de 6 kilomètres d'ici. Une nuit, il y a quelques années, nous avons eu plus de 45 centimètres de neige en une seule nuit. Aussi loin de la route principale et en plus un week-end, je savais que nos routes resteraient non déneigées pendant un bon moment. Je suis allé à la porte de ma terrasse arrière pour admirer les arbres recouverts de neige et les flocons qui tombaient encore abondamment. Quand j'ai remarqué des empreintes menant à ma porte, puis faisant demi-tour pour repartir, j'ai regardé et j'ai vu cela. Elles venaient du côté de mon voisin et j'ai pensé qu'un de leurs enfants les plus turbulents avait fait une blague. Comme ma bouée de luge sur la rampe avait été crevée, j'ai décidé d'attendre plus tard car il était trop tôt pour appeler leurs parents. Je suis allé sur Facebook après avoir un peu fait défiler et j'ai remarqué qu'un de mes voisins, plus près de l'entrée, avait posté « Quelqu'un a frappé pour moi ou quelque chose à la porte de derrière ». Je l'ai immédiatement appelé et je lui ai dit que j'avais une idée. J'ai appelé la première maison à l'entrée et je lui ai expliqué ce qui se passait. Il a vérifié et ils étaient bien là. Tout le monde a commencé à appeler tout le monde. J'ai appelé la famille au bout et ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas là-bas. Puis mon voisin d'à côté m'a appelé. Elle a appelé la femme qui habite à côté de la maison du bout et elle a dit qu'il y avait des traces de pas qui menèrent à sa porte, mais aucune qui s'en éloignait. Nous avions déjà appelé la police à ce moment-là, mais nous les avons rappelés et avons dit que c'était une urgence. Ils nous ont dit que les routes n'étaient toujours pas déneigées et qu'ils ne pouvaient pas envoyer de chasse-neige pour dégager le passage car c'est une entreprise privée. La femme était en train de craquer, alors l'un des maris, un homme énorme comme un ours qui habite de l'autre côté de la route, lui a envoyé un message pour lui dire qu'il allait venir l'inviter chez lui. Il est venu, elle est partie. Nous avons mis en place le flux en direct d'un gars, enregistré les mouvements et installé des caméras de chasse aux sorties. Rien n'est sorti. Vers 19h, une déneigeuse est arrivée, ainsi que 3 voitures de police. Le couple qui l'hébergeait et elle sont allés chez elle et sont restés à la porte pendant la fouille de la police. Ils n'ont rien trouvé, mais elle les a suppliés de chercher encore, alors ils ont continué. 2 des policiers sont retournés à la cave. Cette fois, un seul est remonté. Il l'a emmené dans la pièce à côté et on pouvait entendre des pleurs hystériques. Moi et quelques autres gars avons commencé à nous diriger vers la porte quand plusieurs policiers nous ont arrêtés. Ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé quelqu'un caché sous une trappe dans la cage d'escalier dont elles ne savaient même pas qu'elle existait. Quelques minutes plus tard, un homme mal rasé est sorti, hurlant et se débattant menotté, et il a été emmené. Dans son petit campement, ils ont trouvé des couvertures qu'elle venait juste de nettoyer et de ranger dans la pièce à côté de la sienne. Elle est restée longtemps chez d'autres personnes avant de revenir. Même à ce moment-là, elle ne voulait pas rester seule et a vendu la maison l'été suivant. Il s'est avéré être un accro à l'adrénaline qui était en liberté conditionnelle pour agression contre un membre de sa famille. Les flics nous ont dit qu'ils avaient l'impression qu'il ne voulait pas rester dans son appartement après une dispute avec son colocataire. Il est aussi parti avec la voiture de son colocataire, depuis le comté voisin, et il s'est retrouvé coincé sur nos routes non déneigées. Nous avons tous été appelés comme témoins dans l'affaire et il a pris des appareils électroniques dans sa cave, mais nous n'avons pas pu l'accuser pour ça, puisqu'il n'est jamais parti avec les objets. Ça a duré environ 4 mois au tribunal. Bref, c'est pour ça qu'il faut toujours fermer sa porte à clé.
Quand j'étais encore au lycée, je traversais un pont pour aller à l'école. Et un homme très sympathique m'a arrêté et m'a demandé de remplir un questionnaire sur la gestion du budget. J'ai dit d'accord, pas de problème. Et quand j'ai eu terminé, il m'a demandé de remplir mes coordonnées et il m'a expliqué qu'il était travailleur social. Et bien sûr, je lui ai donné mon numéro. J'étais tellement stupide, mais au moins j'ai eu l'intelligence de lui donner un faux nom. En 2016, j'ai commencé à recevoir des messages aléatoires de ce type, et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Il savait dans quelle école j'allais parce que je portais mon uniforme à ce moment-là et il commençait à poser des questions personnelles. J'ai essayé de les éviter tous et en général je ne lui répondais pas, mais il continuait à m'envoyer des messages, même si c'était rarement. Peut-être un message par jour. Et quand il m'a souhaité une bonne Saint-Valentin, j'ai décidé que c'en était trop et je l'ai bloqué car je ne me sentais pas du tout en sécurité. Plus tard cette année-là, nous avons reçu un avis de la police appelant à témoins parce qu'ils avaient arrêté quelques pervers. Dans la zone où j'allais à l'école, il y avait plusieurs lycées pour filles et des établissements d'enseignement supérieur dans cette région. Dans l'avis, il y avait plusieurs photos, et j'ai vu exactement le même homme, celui qui m'avait approché pour remplir ce questionnaire. J'étais dégoûté. Il s'est avéré qu'il utilisait ce questionnaire comme une tactique pour approcher des adolescentes, prendre des photos avec elles et les harceler par message. Plus tard, j'étais choqué aussi. Mon école était dans un quartier réputé et nous pensions tous qu'il n'y aurait pas de type louche comme ça. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on s'est trompé? J'étais ravi que la police l'ait arrêté. À ce pervers qui prenait des photos, j'espère ne jamais le revoir. Mais je l'ai revu. Après son arrestation, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai commencé mes études dans un établissement d'enseignement supérieur en 2017. C'est à environ 1 heure de route de mon ancien lycée et j'ai aussi emménagé dans les dortoirs de l'école à proximité. Un jour, en rentrant chez moi à pied, je l'ai vu rôder près d'un arrêt de bus. À proximité, oh là là, je n'oublierai jamais son visage. Il avait l'air encore plus effrayant, portant un sac noir contenant des papiers qui ressemblaient un tas étrangement à des formulaires d'enquête. Tenant un très vieil appareil photo, téléphone. Comment ai-je pu rater ce téléphone appareil photo la dernière fois que je l'ai vu? J'étais très désolé, effrayé. Comment pouvait-il être ici? N'a-t-il pas été arrêté l'an dernier? Il ne me harcelait pas. Tout ce temps, j'étais presque en train de pleurer et j'ai rapidement appelé un ami et je suis passé devant Louis. Dès qu'il a disparu, j'ai couru à la maison. Pendant que j'étais au téléphone, je disais à tous mes camarades de classe de faire attention, et très vite l'école était informée. Le maître de discipline et des professeurs d'éducation physique et sportive sont allés arrêter le harceleur. Et, quelque temps plus tard, ils l'ont traîné dans le bureau de l'école et ont contacté les autorités. J'étais informé qu'il a été libéré l'an dernier, faute de preuves. De preuves. Apparemment, là où je vivais, prendre des photos de filles ou de femmes n'était pas un crime. Ils ont fouillé son appartement et il n'y avait rien d'incriminant à part une quantité inquiétante de photos d'étudiantes. Après cet incident, il a disparu, pour se mettre à traquer d'autres filles ailleurs. École, comment? J'aurais souhaité que nous ne nous rencontrions jamais, à nouveau. Je le voyais encore rôder près de mon dortoir, essayant discrètement de prendre des photos. Téléphone. Je vais bientôt partir à l'université et je serai assez loin de lui. Cependant, je ne sais pas si je serai un jour libre de cet harceleur. Tout. Ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais le revoir. Aussi, en conclusion, j'ai vérifié les actualités, il a bien été arrêté. Les actualités dataient de mars 2019, parce qu'ils avaient reçu de nouveaux rapports en 2017. Donc oui, le délai de traitement de 15 ans est vraiment super. Langue, mais je suis content maintenant je suis heureux qu'il y ait enfin justice pour ce type. Je travaille de nuit dans un hôtel miteux, dans un quartier malfamé. Je suis une femme et je travaille de nuit hantée. Ma personnalité est celle d'une mégère inaccessible avec l'apparence d'une employée d'hôtel fatale et surmenée employée. J'attends actuellement que la police arrive pour que je puisse faire ma déposition. C'était si soudain et brutal que j'en tremble encore. Un homme ivre était dehors, avec sa petite amie séduisante en train de fumer une cigarette. Ils étaient imbruyants et globalement écœurants par leur affection.
Je me souviens m'être demandé: «Pourquoi fais-tu ça dehors alors que tu pourrais simplement payer pour un endroit où faire exactement la même chose?» Lequel? J'étais presque sûr qu'il l'avait déjà fait, alors qu'il faisait ça sans même s'en rendre compte. J'ai remarqué un homme en uniforme militaire qui marchait vers eux d'un pas très régulier. Le militaire s'arrête juste à côté du gars ivre, pose sa main sur son épaule et dit quelque chose que je suppose être pour taxer une cigarette. Quoi qu'il en soit, l'homme ivre arrête ce qu'il fait et commence à fouiller dans ses poches. Je suppose que l'homme avait une cigarette parce qu'il a tendu la main vers le soldat. Et tout à coup, une voiture rouge à 4 portes déboule au coin de la rue comme une chauve-souris sortie de l'enfer. Elle s'arrête devant l'homme et l'homme armé le pousse sur le côté en lui tenant le poignet. Et la femme est tirée dans la voiture et ensuite l'homme ivre a été jeté à l'intérieur. Et ils sautent et ils conduisent hors de là. J'ai observé tout cela depuis ma réception et il n'y avait rien que je puisse faire. Peu importe à quelle vitesse je courais, peu importe à quelle rapidité j'aurais pu arriver jusqu'à elle, je n'aurais pas été assez rapide face à la situation qui venait de se produire. Alors, aux soldats et aux personnes dans la voiture rouge, espérons que nous ne nous croiserons jamais. Jamais. Cela s'est produit il y a environ 6 mois. Donc un peu de contexte. La configuration de mon jardin fait qu'il mène à mon garage. Mon jardin ressemble plus à une terrasse. Bref, quelques semaines avant l'arrivée de ce type louche, il y avait beaucoup de policiers dans mon quartier. Cette ville a un faible taux de criminalité et rien de grave n'y arrive jamais. Peut-être un coup de couteau tous les 3 ans ou une fusillade tous les 5 ans, et les flics cherchaient pas ce type louche. Alors un soir, je suis seul à la maison, je joue à des jeux vidéo au sous-sol quand j'entends un grand bruit dehors, près de mon garage. Alors je monte à l'étage pour voir ce qui se passe. Je regarde dehors et la lumière de mon garage est allumée. Je pense que c'est ma copine qui revient du travail. Donc je reste là pendant environ 5 minutes à attendre qu'elle passe par la porte du garage. Rien. Alors j'appelle ma copine et je lui demande si elle est à la maison. Elle me dit qu'elle ne sera pas là avant 1 heure. Je suis sous le choc maintenant parce que ce n'est pas moi qui ai laissé cette lumière allumée. J'ai fini par appeler la police. Ils sont venus et ont vérifié le garage. Ils m'ont dit que quelqu'un était là-dedans parce que tout avait été renversé. Et le policier qui était venu a dit qu'il resterait devant chez moi jusqu'à ce que ma copine rentre à la maison. Ma copine arrive et le policier me dit au revoir. Je me suis dit que c'était peut-être juste des gamins. Alors ma copine est montée se coucher. Pendant que je me faisais à manger, j'ai mangé, je suis sorti fumer une cigarette et j'ai allumé ma lampe quand j'ai regardé vers mon portail. C'est là que j'ai entendu un bruit à ma porte latérale. Je regarde et il y a un type d'une quarantaine d'années qui me fixe juste du regard. «Qu'est-ce que vous faites?» je demande. Je pense que j'étais choqué. Il essaie d'ouvrir mon portail, je lui ai lancé ma cigarette et j'ai couru dans la maison pour verrouiller la porte. J'ai appelé la police et je leur ai expliqué ce qui s'était passé et ils sont revenus 5 minutes plus tard. Ils m'ont dit que personne n'était dans les environs mais qu'ils pensaient qu'il était bien là parce que le portail était grand ouvert. Je ne l'ai pas revu depuis, mais ça m'a vraiment fait peur. Ma copine et moi avons une fois séjourné dans un appartement qui avait été construit à l'arrière d'un bâtiment que sa grand-mère utilisait pour donner des cours de danse. Ce bâtiment était autrefois la pizzeria d'Élise à l'époque, et j'ai entendu dire qu'elle avait beaucoup de succès. Tragiquement, le propriétaire a mis fin à ses jours, pas dans le bâtiment, mais simplement dans la ville. L'étage supérieur du bâtiment était une très vieille salle de bal. Elle était complètement fermée. Mais cela ne nous a pas empêchés d'entendre des pas au-dessus de nous toute la nuit. Ça ne nous a jamais vraiment effrayés, mais nous avons tous les deux commencé à faire des rêves vraiment étranges. C'est après cela que les choses sont devenues un peu folles. Nous avons commencé à entendre des bruits au premier étage, l'étage où nous étions. Cela nous a fait flipper, car à ce moment-là, nous étions tellement habitués à l'activité dans l'ancienne salle de bal au-dessus de nous. Entendre des bruits étranges venant d'ailleurs nous a pris par surprise. Nous avons entendu des bruits de pas et de forts coups sourds.
Au début, nous les avons ignorés en les expliquant comme des bruits que faisait le vieux bâtiment en travaillant. Un jour, nous étions assis dans notre salon en train de regarder un film. Nous étions tous les deux malades et il y avait 3 flacons de médicaments posés sur notre longue table basse devant nous. Ma petite amie et moi ne touchions pas à ces objets et nous n'étions même pas près d'eux. Aucune fenêtre ouverte, aucun ventilateur allumé. Pourtant, un par un, ils ont commencé à tomber de la table. Nous étions littéralement assis tous les deux à regarder une bouteille se faire pousser d'un côté, puis d'autres se faire pousser dans des directions complètement opposées. Nous sommes partis pendant quelques heures après ça. Quelques mois plus tard, ma copine est partie en croisière avec sa famille. J'ai dû rester à la maison à cause de mon travail, donc j'étais seul dans l'appartement. Rien que l'idée de devoir rester là seul pendant 6 jours suffisait à me mettre sur les nerfs, alors j'ai essayé de m'occuper l'esprit pendant que j'étais à la maison. Un jour, c'était le 2e ou le 3e jour où j'étais seul à la maison. Je regardais un film avec notre petit chien terrier. On était détendus, mais j'avais tout le temps cette impression d'être observé. J'avais vraiment peur de rester là tout seul et j'ai l'impression que ça a vraiment intensifié l'activité. C'était comme si la personne qui était là pouvait sentir ma peur. La porte de notre appartement était une grande porte en métal qui raclait un peu contre le cadre métallique quand on l'ouvrait. Le bruit de son ouverture ne pouvait être confondu avec rien d'autre. J'avais verrouillé cette porte avec le pêne dormant. Il y avait un petit hall d'entrée quand on entrait et une autre porte en bois pour accéder au vrai salon de l'appartement. Tout à coup, alors que j'étais assis sur le canapé à regarder le film, j'ai distinctement entendu le bruit de notre porte principale qui s'ouvrait et se refermait. Le métal de la porte raclant contre le métal du cadre. En l'entendant, je me suis redressé, mon chien aussi, sa tête se tournant dans la direction de la porte. Puis j'ai entendu la voix de ma copine dire « Bébé », comme si elle appelait pour voir si j'étais là. Les oreilles de mon chien se sont dressées, comme si elle l'avait entendu aussi. Elle adore ma copine et reconnaîtrait certainement sa voix. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu connais cette sensation que tu ressens quand tu entends la voix de ta moitié, alors que tu ne l'as pas entendue depuis un moment. C'est une sensation que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Eh bien, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça pendant une seconde avant de réaliser qu'elle n'était pas censée être là et qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison avant 3 ou 4 jours. Je ne pouvais pas voir les portes depuis le canapé, car il y avait un coin à contourner. Mais mon chien s'était déjà levé et était assis en alerte juste au coin, fixant les portes. Je me suis levé et je suis passé à côté d'elle. La première porte était fermée. Je me suis approché, mais elle ne voulait pas s'en approcher. Même si d'habitude, elle court vers la porte quand quelqu'un, surtout ma copine, s'y trouve. Au lieu de ça, elle s'est simplement assise dans un coin, son petit corps tendu, les oreilles dressées, en train de surveiller, en alerte. J'ai ouvert la porte du petit hall d'entrée et il était vide. Je suis même allé jusqu'à la porte principale en métal et je l'ai secouée violemment. Elle était toujours verrouillée. Il n'y avait tout simplement personne là. Maintenant, je me suis assis et j'ai essayé de trouver une explication raisonnable à cela, mais honnêtement, je n'y arrive pas. C'était un immeuble appartenant à la famille, c'était le seul immeuble d'appartement à l'arrière de son école de danse. Cette porte était la seule à faire ce bruit. Nous n'avions pas vraiment de voisins, nous ne partagions pas de mur avec un autre immeuble. Les personnes de la croisière étaient étant les seules à avoir accès à cet immeuble pour ouvrir la porte, à part moi. Le bruit de cette porte qui s'ouvrait avec ce grincement m'était tout simplement trop familier pour que ce soit autre chose. Et puis il y avait la voix. Ce n'était pas la voix d'un enfant qui avait couru devant l'immeuble. Ça ressemblait à la voix de ma copine. La voix de ma copine, mais trop familière. Il n'y avait aucune chance que je me trompe. Et c'est ça, je crois, qui m'a vraiment fait peur. Quoi que ce soit qui était dans l'appartement avec moi a utilisé la voix de ma copine pour me manipuler. Même mon chien pensait que c'était elle.
Après que cela soit arrivé, je suis parti avec mon chien pendant environ 6 heures, mais j'ai fini par devoir rentrer à la maison. J'ai eu un sentiment des plus troublants tout le reste du temps où j'étais là, seul. Rien ne s'est vraiment passé après ces 6 jours, mais notre facture d'électricité était probablement plus élevée que d'habitude, puisque je n'ai plus éteint une seule lumière après ça. Nous avons déménagé de cet appartement quelques mois plus tard. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. En conséquence, j'allais rendre visite à mon père pendant les étés. En grandissant, je restais chez mes grands-parents pendant mes visites. Le sous-sol de leur maison m'a toujours fait peur. Dormir en bas était inconfortable, parfois au point que je montais à l'étage pour dormir sur l'un des canapés. Même pendant la journée, donc si je devais descendre, j'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un était juste derrière moi tout le temps où j'étais en bas. Souvent, je remontais les escaliers en courant dès que j'avais fini, après avoir accompli la tâche qu'on m'avait confiée. Les escaliers chez mes grands-parents ont 2 volets. D'habitude, la sensation d'être suivi s'arrêtait en haut de la première volée, mais la sensation d'être observé ne disparaissait que lorsque j'étais complètement à l'étage. Cela a duré des années, mais ça n'a jamais vraiment empiré. Une nuit, je restais dans une chambre en bas. Je le découvrirai plus tard. Mon père avait vécu des phénomènes paranormaux en grandissant. J'avais peut-être 13 ans à l'époque. Mon petit frère dormait dans le même lit que moi. Il avait 3 ou 4 ans. C'était un grand lit, donc ce n'était pas un problème. Ou du moins, ça n'aurait pas dû l'être. Vers 1 heure du matin, mon petit frère a commencé à pleurer. J'ai essayé de le calmer, pour me rendre compte qu'il n'était même pas réveillé. À ce moment-là, j'ai senti quelqu'un s'approcher de ma chambre. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir mon père, mais il n'était pas là. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une ombre entrer dans la pièce. Elle s'est retournée après quelques pas et m'a regardé, puis elle s'est rapidement évanouie. Étrangement, je me sentais calme. Avec du recul, ce n'était pas la même entité qui m'a effrayé. J'ai maintenant la vingtaine et je vis à plein temps chez mes grands-parents. Ma chambre se trouve à l'autre bout du couloir. Il m'arrive encore parfois d'avoir l'impression d'être suivi et la sensation d'être observé semble toujours présente. C'est pire la nuit, je vois des ombres bouger. Et il m'était même arrivé de voir une porte s'ouvrir au bout du couloir. Des bruits de pas qui montent et descendent les escaliers sans explication sont monnaie courante. Ça arrive tellement souvent que même mon grand-père, un sceptique convaincu, l'a remarqué. Les nuits les plus effrayantes que je vis semblent impliquer une entité en colère que je ne peux pas voir, et je doute de la voir un jour. Mais je peux la sentir. Elle. Cette présence entre dans ma chambre même lorsque la porte est fermée et se tient au-dessus de moi. Je peux la sentir et j'ai l'impression qu'elle me déteste. Mais elle ne m'a jamais fait de mal, elle m'a seulement effrayé. Je n'ai pas peur d'admettre, même si je suis maintenant adulte, que je me cache encore sous les couvertures comme un enfant pour m'en protéger. J'ai parlé de ces expériences à mon père seulement pour entendre de sa part des histoires encore plus terrifiantes. Il a vécu de nombreuses expériences lorsqu'il était enfant, en grandissant dans cette maison. Mon père pense qu'il y a plus d'esprits que ceux que j'ai rencontrés, et que certains pourraient même être des membres de la famille qui sont décédés. Je pense qu'il n'y en a que 2. L'un semble indifférent envers moi, peut-être même un peu protecteur, tandis que l'autre paraît sombre, rempli de haine et de colère. Il veut me faire du mal, je le sens, mais il ne l'a jamais fait, et j'espère qu'il ne le fera jamais.